RMC, l'after Coupe du Monde, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, c'est l'after, comme tous les soirs jusqu'à minuit, l'after le vrai. Et pas les copies depuis l'Adidas Store des Champs-Élysées. After à suivre sur RMC, sur MSN et tout à l'heure sur BFM TV. L'Uruguay bat l'Afrique du Sud 3-0. Finalement, ce résultat de l'Uruguay est tout à fait positif pour la France. Ah bon ? Puisque l'Afrique du Sud arrivera démotivée lors de la dernière rencontre, sans doute, nous dit Scott. Il y a un match avant, c'est voilà. demain. Sauf que pour ça, il faut gagner contre le Mexique avant. Motivé ou pas motivé, l'Afrique du Sud est une équipe moyenne qui, en plus, n'aura pas son gardien. Mais le problème, c'est qu'en cas de défaite contre le Mexique, on est mort. C'est fini. On va détailler ça dans quelques instants. Un autre message, Alexandre, qui dit « Le premier but uruguayen, c'est le ballon. À 100%, la trajectoire et la vitesse sont incroyables. » Alors on met toujours tout sur le ballon dès qu'il y a une trajectoire ou une erreur de gardien. Vous avez vu, c'est sur le ballon, quoi. Ça peut jamais être le gardien. Roland, il y a but, non, il est rentré le ballon. Oui. Bah, c'est le ballon donc. Mais je pense surtout que C'est le ballon, c'est le ballon. Il est dans les buts, le ballon. Je pense surtout que le ballon est dévié par le dos d'un défenseur, ouais, ou l'épaule, ouais. Ce qui lui fait prendre une trajectoire bizarre, effectivement. Et puis il y a Forlan qui frappe bien généralement dans le ballon. Puis en plus il a cadré. Voilà. Il est con ce Furlan. Jean-Michel, bonne nouvelle pour l'équipe de France ou pas? J'ai pas suivi le raisonnement de coach. Tu dis coach, qu'en cas de défaite demain, on est cuit? Bah oui, évidemment. Ouais, parce que tu sais, on fait des émissions sur les paris. Eh ben, naïvement, je conseillerais de jouer match nul entre le Mexique et l'Uruguay. Tu veux que je te dise, je pense même que le pari n'existera pas. Je pense qu'il sera retiré du jeu. Tu penses qu'il y a des tordus comme moi? Je pense qu'il sera retiré des paris. Mais non, si la ils vont France penser qu'à la sportivité, demain, le match nul ne pourra pas être choisi sur les sites de. Ce sera intéressant à regarder. Je suis sûr qu'il ne sera pas coté. Jean-Michel, t'as compris maintenant le raisonnement de Roland? Ah oui, à cause d'un règlement qui fait que quand tu fais match nul, tu prends un point. Ah oui, à cause du remake de l'Allemagne-Autriche de 82, c'est ça. Victoire à 3 points, il à 1 point. Jean-Michel, écoute, j'ai jamais trouvé aussi con qu'une victoire à 3 points. Donc le jour que je trouverai quelqu'un qui me démontrera le contraire, j'y ferai une grosse bise sur le front. Hein. Non mais Jean-Michel. Oui, vas-y Daniel. En fait, ça n'a rien à voir avec un remake d'Allemagne-Autriche de 82. Là, tu es dans le cas de figure où tu pourras pas leur en vouloir parce que prendre le risque d'aller jouer pour perdre, c'est comme se tirer une balle dans le pied puisque le match nul les qualifie tous les deux. Non. Tu pourras pas leur en vouloir. C'est quelque chose qui sera, si ça arrive, parce que là on fait de la science-fiction, mais ce sera quelque chose de. Mais Allemagne-Autriche qualifiée. Jean-Michel. Mais Allemagne-Autriche qualifiait les deux également. Jean-Michel, ce qui. Daniel, Allemagne-Autriche qualifiait les deux sur le dos de l'Algérie. Oui, c'est vrai aussi. Mais je pensais plus à Danemark-Suède de 2004 sur le dos de l'Italie. Jean-Michel, ce qui te force les donner, c'est la conférence de presse de Domenech. Quand il dit que c'est le troisième match qui sera décisif, il a simplement oublié qu'il y avait une défaite contre le Mexique qui était possible. Donc c'est ça qui doit peut-être te faire être étonné. Là, parce mais en revanche, tout résultat en dehors de la défaite, c'est bon pour la France demain. Un nul. La victoire, c'est parfait, c'est nickel, mais même un nul, c'est bon. Ah ben parce un nul, la Sud, c'est bon. Un nul, il te suffit après de battre les Bafana sans gardien de but, enfin, avec le gardien remplaçant. Et puis démotivé. Comme en 2006, finalement. Donc c'est pour ça, c'est assez paradoxal le match de demain. Une défaite pour moi, mais tu vas voir, Gilbert, et un nul, une victoire, c'est bon. Quand tu disais qu'on avait réussi le jackpot dans ce groupe-là, finalement, je pense que tu avais raison. Tu vas voir que. Moi, je t'ai toujours soutenu sur cette histoire de jackpot. Mais quoi qu'il en soit, même si demain ils perdent, parce que de toute façon, c'était un groupe. Roland le dit tous les jours, c'est un groupe quand même pas compliqué, quoi. Faut arrêter. Il y a plus simple, il y a celui de l'Italie quand même. France-Mexique. Blanco pour le penalty. Il a pris au moins 20 mètres de recul. Blanco, le vétéran, il frappe et le but. Goal. Mexico. La France est à la rue. Mais ce soir, c'est un triste soir. Après France-Bulgarie, 17 novembre 93. Après France-Pays-Bas, France-Italie, France-Suisse, France-Grèce en 2004. Finalement, la liste est très longue. Messieurs, nouveau match catastrophique, pourri de notre équipe de France qui a été ridicule ce soir, je pense qu'on peut le dire. On va détailler tout ça la liste n'est ensemble. Pas longue, parce que jamais ça avait été aussi nul. Daniel Riolo, bonsoir. Salut. Roland Courbis, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Jean-Michel Larquet, bonsoir. Bonsoir, dans une ambiance extraordinaire. Exactement. On a sorti notre marche funèbre, même si l'équipe de France n'est pas encore, je le rappelle,
mathématiquement éliminée. On va évidemment rappeler ce scénario jusqu'au match de mardi prochain. France-Afrique du Sud. Si la France l'emporte largement face à l'Afrique du Sud, genre 3-0, 4-0, 5-0, et que dans le même temps, il n'y a pas match nul entre l'Uruguay et le Mexique, eh bien la France passerait tout de même en 8e de finale. Mais bon, on peut considérer que la France n'a plus qu'un petit talon encore à l'intérieur de la maison et qu'on est quasiment dehors, Roland. Sauf si ton copain c'est le fils du Père Noël, donc on a encore une chance. Bien, messieurs, quelques messages sur MSN avant d'entrer dans les détails. On va le faire jusqu'à minuit, bien sûr, donc on a largement le temps d'y revenir. Évaluation tout à l'heure, entre autres. Fouad qui nous dit, même Blanco, le vieux pépère de 38 ans, a été plus exemplaire que tous nos Français ce soir. Tutti Frutti qui nous dit, on va quitter la Coupe du Monde en étant minable. Le foot français va mal. L'image de notre foot est minable. Son sélectionneur n'est pas au niveau. Speed nous dit, c'est le plus grand désastre que peuvent vivre également les amateurs qui ont donné tout l'argent à ces joueurs qu'ils ne méritent même pas. Bref, les messages s'accumulent. Jean-Michel, Roland, Daniel. Et pourtant, ça fait quand même 6 mois qu'on le dit dans l'after. Ça fait même 2 ans qu'on le dit. Ça fait 6 mois qu'on parle des problèmes avec Gourcuff. Ça sort maintenant. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'il y a des problèmes avec Raymond Domenech. Et encore ce soir, c'est criant. C'est pas faute d'avoir prévenu. Et ça fait combien de temps qu'on appelle à une révolution dans le foot français parce que rien ne va, parce que la formation est mauvaise, parce que les joueurs sont surcotés, parce que l'environnement autour de l'équipe nous a entretenus dans des mensonges, parce que des incompétents dirigent la fédération. La liste serait trop longue et il vaut mieux que je laisse parler Roland. Je le sens peut-être en forme ce soir. Jean-Michel d'abord, tiens, il était au match. Jean-Michel est déjà là. Ah bien sûr. Salut Jean-Michel, je savais pas que tu étais déjà là. On lui a dit bonsoir. Je suis là, oui, vous m'avez dit bonsoir, il n'y a pas de problème. Non, mais effectivement, aujourd'hui on a assisté à un enterrement de première classe, mais pas uniquement. À la limite, ce serait l'enterrement de l'équipe de France et de son entraîneur. Ce serait à moitié grave. Mais on a assisté à l'enterrement du football français. C'est ça qui est beaucoup plus grave. Dans quel état ce sélectionneur va laisser le football français? Mais dans un état de déliquescence, d'abandon total, d'amour éperdu. On passe aujourd'hui à un profond ressentiment entre le football. Même le football est divisé. Même le football amateur et le football professionnel sont aujourd'hui divisés. Et par la faute d'un homme et de certains autres. Ah non, pas d'un seul. Il faudra faire la liste, Jean-Michel. Il faudra être juste et ne pas taper que sur Domenech parce qu'il est vraiment loin d'être le seul responsable. Et il y en a beaucoup qui vont se cacher et il va falloir les débusquer aussi. Jean-Michel. D'un homme et de certains autres qui lui ont fait confiance et qui ont amené le football français là où il est aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que plus personne ne croit dans le football, plus personne ne prend plaisir. Moi, ce qui m'a totalement pas choqué, mais ce qui m'a sauté aux yeux dans ce match-là, c'est d'un côté une équipe, avec un vrai sélectionneur, avec une vraie solidarité et un vrai plaisir. Et de l'autre côté, le Mexique en l'occurrence. Ouais. Ah oui, était-il besoin de le préciser? Et de l'autre côté, mais des joueurs totalement à l'abandon. Abandonnés par leur sélectionneur qui s'est appuyé pendant 90 minutes sur sa guitoune. Et une équipe qui a erré comme une âme en peine. Mais aujourd'hui, celui qui erre comme une âme en peine, c'est le football français, c'est pas uniquement l'équipe de France. Et c'est là où on peut en vouloir aux sélectionneurs français et à certaines personnes, à certaines instances dirigeantes du football. Il faudra citer les noms. Messieurs, s'il vous plaît, on a toute la soirée pour le faire. Jean-Michel, Daniel, oui. Jean-Michel, Daniel, Roland, 2 réactions. C'était sur TF1 il y a quelques instants. On écoute d'abord Raymond Domenech à l'issue de cette catastrophe. Défaite 2-0. Ben oui, messieurs, dames, ici, il faut l'écouter, Raymond Domenech. Il a peut-être des explications potables à nous donner. On écoute. J'ai pas de mots. C'est plus que ça. C'est une vraie déception pour tous les gens, pour tous ceux qui croyaient que voilà, ça a basculé sur un coup du sort, mais c'est comme ça. On n'a pas réussi à redresser la barre et réagir bien. Dommage. S'il y avait des vraies explications, on aurait réglé les problèmes. Je crois qu'il y a de bonnes intentions, il y a des envies, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui coince, qui n'a pas réussi à se mettre en marche, qui n'a pas réussi à fonctionner.
Ouais, c'est vraiment une super grosse, plus qu'une énorme déception. J'ai pas de mots. Pour le moment, j'ai pas de mots. Je suis comme tous les gens qui étaient dans la tribune, les spectateurs, comme tous les Français qui regardaient ça. C'est plus que décevant. Voilà, donc Domenech était donc spectateur ce soir, c'est magnifique. Le problème, c'est quoi le coup du sort? Le problème, Jean-Michel, le problème, oui, on va y revenir parce qu'il n'a aucune lucidité dans l'examen, mais c'est pas la première fois. Quand je vous disais que quand on lui demandait son idée sur un match, il vous répondait que la pelouse était trop haute ou bien il demandait sa femme en mariage. Mais le problème de Domenech, c'est qu'il n'a pas de mots avant les matchs, puisqu'il n'expliquait jamais rien. Il n'a pas de mots après les matchs. C'est-à-dire que je me demande à quoi il sert. Il sert à nous de servir cet infâme bouilli que l'on a vu ce soir. On pensait être au fond du gouffre, et là on a creusé encore un peu plus bas. Là. L'équipe de France est quasiment éliminée. Quasiment, oui. Mais bon, il y a être éliminé et puis la façon d'être éliminé. Ce qui est encore plus emmerdant, c'est la façon. Et ce qui est encore plus emmerdant, c'est l'interview que l'on vient d'écouter de notre sélectionneur. Au lieu de nous expliquer l'échec, il nous a expliqué qu'il y a eu un concours de circonstances, ou je sais pas quoi, un coup du sort. On vient de passer 4 mi-temps sans marquer un but, sans avoir vraiment de véritables occasions. On doit faire un constat ce soir qui est un constat catastrophique. J'ai pas l'impression qu'on le fait. En ce qui me concerne, tu sais ce que je pense depuis plusieurs années. C'est pas un combat bête que nous menons à RMC. On a essayé de mener un combat dans l'intérêt du football français, en critiquant, mais en essayant aussi d'apporter chaque fois la solution de nos critiques. Quand nous voyons la gestion de ce qui se passe chez les jeunes joueurs, de ce qui se passe chez les moins jeunes, de ce qui se passe chez les anciens, quand nous voyons les formules choisies, nous essayons d'expliquer modestement qu'il nous semblerait que peut-être. Et là, quand je vois encore cette équipe de départ, quand je vois le comportement de certains joueurs que l'on appelle cadres, là je ne suis pas en train de parler des choix du sélectionneur, mais tout est lié. J'ai essayé de regarder avec beaucoup d'indulgence et d'attention ce soir quelques matchs individuels de certains de nos joueurs. Quand je vois le comportement d'Anelka frappant ce coup franc avec 1,5 mètre d'élan à 30 mètres du but, qui sont une passe pratiquement dans le but, dans le mur de nos adversaires. Là, je n'ai même plus envie de commenter quoi que ce soit. Quand je vois le match moyen Il a été sorti, peut-être aussi pour ça. Oui, mais c'est un minimum. Le problème, ce soir, tu es content de voir sortir Govou à 30 minutes de la fin, de ne pas voir rentrer Henry, qui paraît-il était préservé pour justement nous faire les 30 dernières minutes. Moi, je suis pas content de voir ces changements-là, même si je recherchais un petit peu l'espoir dans cette coupe du Monde, sur le fait de me dire, tiens, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent rentrer en cours de match et puis s'imposer. Là, même pas. On rencontre des équipes, pour moi, largement à notre portée. Je ne sais pas si on se rend compte que nous avions la possibilité, je parle au passé, parce que je n'y crois plus trop, et même si l'Uruguay et le Mexique venaient à ne pas faire match nul, je ne sais pas si on est capable de battre l'Afrique du Sud 2 ou 3 à 0. Et puis après, ça serait pourquoi ? Pour en 8e de finale rencontrer les Argentins. Et peut-être se faire humilier une fois de plus. Donc là, je pense qu'il vaut peut-être mieux passer à autre chose. Daniel. Écoute, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que c'est une bonne nouvelle pour le football français, ce qui est arrivé. Il y a très longtemps maintenant que... Il y a très longtemps, Gilbert, maintenant, tu t'en souviens, ça avait fait un peu marrer au départ, que dans l'after, on avait parlé de la nécessité d'une révolution dans le football français. Trop chaud à faire 2 ans, non ? Qu'on en parle. Il y avait des choses qui avaient commencé à bouger dans les clubs, puisque avec plaisir, on avait vu revenir Didier Deschamps en France, Laurent Blanc prendre le club de Bordeaux avec quelques idées nouvelles sur le jeu, des gens qui commençaient à gérer les clubs avec un petit peu plus d'intelligence, après de longues années où c'était terrible. Là, les longues années absolument abominables, elles ont été à la 3F, où on a eu un
tas d'incompétents, du président à la DTN, où ça se tirait dans les pattes, mais ça voulait vraiment pas le dire, où on a eu un sélectionneur, bon, ça sert à rien de l'enfoncer ce soir, vraiment, on le sait depuis longtemps, ça fait depuis le début qu'on le dit, et même quand on nous disait il avait emmené l'équipe de France en finale, nous on savait, parce que notre métier c'est aussi d'avoir des informations, je dis bien, on savait qu'on ne pouvait pas lui attribuer cette performance, puisque les joueurs avaient agi et avaient évolué en autogestion. Donc tout ça, il a fait la même chose là, hein, puisque les infos qu'on a eues aujourd'hui, c'est qu'il a donné les clés aux joueurs une fois de plus. Tout ça, on savait, on le disait. Donc j'en reviens à finalement ce plaisir que j'ai ce soir, parce que j'espère que c'est dans les plus grands désastres et les plus grandes catastrophes, qu'on peut mener et qu'on peut reconstruire quelque chose de bien. Les Allemands l'ont fait quand en 98 ça s'est pas bien passé pour eux. La France l'a fait après France-Bulgarie en 93. C'est relatif parce qu'ils étaient quand même allés en quart de finale, mais en 2000 ils s'étaient ramassés lamentablement à l'Euro 2000 et derrière, eh bien on voit que les Allemands ont gagné en catégorie de jeunes, qu'ils se sont redressés et qu'ils sont redevenus le grand pays de foot qu'ils ont très peu cessé d'être. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait cette révolution, il faut que tout le monde dégage. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il va falloir citer les noms d'Escalette, de Le Gret, de Domenech, même de la DTN, d'un type comme Gérard Rouillet qui a envie de bien travailler, mais qui finalement aurait dû parler plus plutôt que d'attendre simplement que ça tombe autour de lui. Il va falloir tout nettoyer et tout reconstruire, qu'on repense le foot, que des anciens joueurs de France 98 arrivent. Pourquoi partout dans le monde les anciens grands joueurs sont aux manettes et pas chez nous? Pourquoi Zidane n'est qu'un spectateur du foot? Lui aussi va falloir qu'il vienne mettre les mains dans le cambouis et qu'il revienne. C'est l'un des 3 plus grands joueurs de l'histoire de ce football. Eh bien il va falloir qu'il vienne, ou alors il va falloir qu'on arrête de le voir. Parce qu'on ne peut pas se passer d'un mec comme lui. Je ne sais pas à quel poste, mais il va falloir qu'il vienne. Platini est à l'UEFA. Zidane, il doit être quelque part. Et il y a des gens de France 98 qui vont devoir revenir, des gens de la génération de Luis et Platini et tout ça. Mais enfin, il va falloir que ça bouge. Et c'est peut-être, je le répète, une très bonne nouvelle qui est arrivée, qui est tombée ce soir. Mais Gilbert, tu appelles aussi au coup de balai non, mais c'est pas seulement ça. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Daniel. Ce que je voudrais plutôt, c'est rajouter, et même pour toi, Gilbert, quand on ne se rend même pas compte, on dit donner les clés aux joueurs. Mais nous avons le droit déjà, et aussi le devoir par rapport à nos auditeurs, d'expliquer les choses, pas comme des passionnés supporters, comme des professionnels que nous sommes. Et si je peux modestement, moi, expliquer que tel ou tel truc, c'était quand même mieux de faire telle autre chose. Je pense que c'est pas un plaisir que j'ai, c'est une obligation. Ça veut dire quoi ? Donner les clés aux joueurs. Mais vous vous rendez même pas compte, et on se rend même pas compte de ce qu'on dit. On est contaminé par l'incompétence. Vous vous rendez pas compte qu'on est en train de dire, j'ai une image qui me vient comme ça, qu'à l'armée, le général ou le colonel, il va dire, je donne la clé aux soldats. Non mais vous vous rendez compte de ou un chef d'entreprise. Non mais voilà, et nous sommes complices. Et je n'emploie pas des mots par rapport à mes ennuis judiciaires. Nous sommes complices, nous, de cette incompétence. Non mais attends, mais je sais pas. Quand par exemple j'entends tous nos auditeurs, plus sympas les uns que les autres, nous appeler ou m'arrêter dans la rue en me disant « Mais Roland, c'est quand même les joueurs qui jouent ». Quand on me dit ça, je dis, tu sais que tu es une tête d'intelligent, toi? Je pensais que c'était le staff technique et médical qui était sur le terrain. Non, mais c'est les joueurs qui jouent. Mais dis-moi ce soir, c'est les joueurs qui jouent, mais c'est ceux qui sont sur le terrain qui jouent. Henry, Gignac, Valbuena, au début, comment ils font pour jouer Skilachi, comment il fait pour jouer Benzema qui est devant sa télé avec Rémi de Nice, Nasri, comment ils font pour jouer? Puisque c'est eux qui jouent, paraît-il. Roland. Non, mais je ne sais pas si on se rend compte des idiots que nous devenons nous aussi. Roland reste sur le terrain. Pour résumer ce qu'a dit Roland, on ne s'étonne même plus de voir qu'on a un sélectionneur et un coach sur le banc qui ne fait plus rien. Mais on ne s'étonne même pas, excuse-moi Daniel, on ne s'étonne même pas de la chance que nous avions. Et même s'il reste une petite chance, ce qu'il fallait surtout, c'est terminer premier. Nous avions la chance d'aller en quart de finale en faisant tout à l'envers. Et même moi, le matin, je dis, bon allez, aujourd'hui tu te calmes, hein, tu ne vas pas faire ta crise de pessimiste, tu ne vas pas faire ta tête de l'art, hein, tu vas essayer d'être un peu plus indulgent. Mais au bout de 30 secondes, je peux pas. Quand tu fais tout à l'envers, alors des fois je me suis trouvé des trucs, je me dis bon, des fois dans le tiercé, il y a les chevaux qui ont des poids, on leur met des handicaps, des trucs,
et ils gagnent quand même. Alors peut-être que nous aussi, en faisant tout à l'envers, peut-être qu'il y a un bon Dieu là-haut qui va nous récompenser, qui va nous dire vous faites tout à l'envers, mais vous allez gagner. Vous gagnez. Vous marquez jamais un but, et bien vous allez gagner 0-0. Donc comment tu veux que je te dise? Donc, après, on marque pas sur coup de pied arrêté. Eh bien c'est pas grave. Le jeu de tête est important, mais je prends 8 nains. Mais c'est bien. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise après? Je suis mauvais perdant, je suis chauvin. J'avais même cru encore que c'était possible. Donc tu t'imagines que je deviens idiot moi aussi. Alors Roland reste sur le terrain, c'est son choix et c'est notre seul point de désaccord tout au long de ces années de discussion autour de l'équipe de France. Notre seul point de désaccord, c'est la valeur des joueurs et du football français. Moi je pense, et je continue dans la révolution que je souhaite et dans mon j'accuse du soir, c'est que dans cette révolution, il va falloir aussi évidemment parler de la formation des jeunes joueurs français. Ils sont très mal formés. Nous ne formons plus de techniciens. Il suffit de voir ce soir comment les Mexicains se sont baladés avec ce qui est la base du foot, la technique. Tu donnes le ballon, tu te replaces, tu fais l'appel. T'as pas besoin d'être une brute physique pour ça. Et on a trop axé le jeu français, le football français là-dessus. On le voyait en Ligue 1. Et je vais encore ajouter un coupable dans tout ça, c'est toute l'intelligentsia du foot français auquel on n'appartient pas parce que nous, RMC, on a toujours tenu à l'écart de tout ça, traités comme les mecs qui étaient juste là pour gueuler autour d'un micro. On a été méprisés par d'autres médias. Je ne sais pas si ce soir j'ai envie de citer, mais les diffuseurs officiels du foot français, le principal quotidien de sport qui a entretenu que tout était formidable, qui n'a jamais réussi à analyser les choses comme elles étaient vraiment. Nous, on a dit tout ça. Et dans cette révolution, je souhaite aussi qu'on parle de jeu, de ballon, de formation du gamin de 10 ans jusqu'à 20 ans. Toutes ces catégories de jeunes footballeurs français qui n'ont rien gagné. Une catastrophe. La dernière fois, quand la génération 84, en moins de 17, a été championne du monde. Tous, ils sont tous bidons ces gamins. Il y a pratiquement impossible de retrouver la trace de ces joueurs-là. Tout ça, il va falloir en parler. Daniel. Et de la mentalité aussi. La mentalité, le mental des joueurs qui arrivent comme Anelka ce soir dans l'équipe et qui n'ont pas envie de jouer ou qui font la guerre entre eux. Ils ont eu la tête de Gourcuff. Mais où sont ceux qui ont eu la tête de Gourcuff? Ribéry, le caïd. Comment il va revenir en équipe de France, ce mec-là? Comment il va revenir? Avec quelle tronche il va revenir en équipe de France? Est-ce qu'il a le droit d'être repris en équipe de France? On est même obligé, et c'est mesquin, de repenser aux problèmes qu'il a eu avant, mais il pouvait être au moins discret, ce mec-là. Au lieu de réclamer la tête de Gourcuff et de tous ceux qui ont dit que ce gars-là avait plus sa place, et bien ce soir il était sur le banc, il s'est presque même pas levé pour aller s'échauffer. Où sont les mecs qui ont eu sa tête ce soir, Anelka? Précisons, messieurs, que quoi qu'il arrive, même s'il y avait une qualification en 8e, le constat global que nous faisons de notre football ne changera pas. Je veux dire, faut être tout à fait clair. Ça changera pas. Voilà. Mais il n'y aura pas, ils sont tellement abattus qu'ils vont même pas abattre l'Afrique du Sud. Ils vont pas y aller. Qu'est-ce qu'ils vont y aller faire quoi? Ce soir, tu me dis qu'on n'est pas d'accord sur la valeur et le niveau. Bon, évidemment qu'on n'est pas d'accord sans savoir qui a raison, qui a tort. Mais je te donne par exemple 2 exemples de ce match-là qui résument tout. Un sur le plan offensif et un autre sur le plan défensif. Nous sommes à la 30e minute, 32, 33 minutes. Nous sommes en train de jouer un contre. C'est pratiquement un 3 ou 4 contre 3 ou 4 Mexicains. Je pense que c'est Ribéry qui a le ballon. Il se tourne, il y a Govou sur le côté droit qui n'arrive plus à courir. On est à la 30e minute. Mais cette action, on était comme des fous. Non, après, on dit, mais le mec, il n'arrive même pas à courir. On est à la 30e minute. Ensuite, sur le détail du détail, parce que je suis peut-être maniaque et peut-être aussi c'est mon métier d'être entraîneur, quand même si je le sais. Reste 10 secondes, Roland, fais vite. Ok. Sur le penalty d'Abidal, tu penses que c'est qui le fautif? Abidal qui tacle? Eh bien, ok, on est d'accord. Evra, juste avant. Ce soir, revoir pour une 5e fois consécutive, puisqu'il y a quand même les 3 matchs amicaux, plus le match de l'Uruguay, plus le match de ce soir. Revoir une 5e fois consécutive. Et Anelka, qui a l'air de s'emmerder carrément dans ce rôle qu'on lui donne, et Govou, qui malheureusement est dans une forme insuffisante, les revoir sur le terrain, eh bien, on a dit, tiens, on va regarder ça avec beaucoup de curiosité et beaucoup d'espoir, mais voir que ça marche pas une 5e fois, je pose la question, est-ce qu'il faut être surpris que ça marche pas, ou est-ce qu'il fallait être surpris si ça marchait? Jean-Michel. Écoute, moi je ferai un constat. Vous avez remarqué que les équipes qui jouaient à 10
avait beaucoup de mal. Même cet après-midi, le Nigeria qui menait 1-0 a été battu de 1. Et que les équipes qui sont réduites à 10 souffrent énormément. Ben nous, dès le départ, on joue pas à 10, on joue pas à 11, on joue pas à 10, on joue à 9. Depuis 5 matchs, le premier constat qui a été fait, c'est que des joueurs étaient à un niveau insuffisant. Eh bien, le 5e match, ces joueurs-là, et notamment, on en a viré un, enfin, je pense pas que ce soit l'entraîneur qui l'ait viré, puisque c'est une cabale de ses vrais copains qui l'ont viré. Eh bien, je pense à Gourcuff. Et les deux joueurs qui n'étaient pas au niveau, ils sont encore là. Alors, je me demande à quoi sert l'entraîneur, où il tire des conclusions, où il n'en tire pas. Mais il est le seul à n'avoir pas vu que ces deux joueurs, que sont Anelka et Govou, étaient insuffisants dès le premier match. Donc, quand tu joues... Dès les matchs de préparation, Jean-Michel, ça fait 4 matchs qui sont transparents. Absolument. Mais le sélectionneur nous a expliqué que c'était les meilleurs à leur poste et qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Je pense qu'effectivement, il était devant un problème qui, vu ses compétences, vu ses qualités, était insoluble. On n'élude pas la responsabilité des joueurs, Romain, évidemment. Hein. Non, mais au-delà même de ce qu'ils font sur le terrain, Romain, il faudra aussi s'interroger sur l'envie qu'ils avaient de vraiment jouer cette Coupe du Monde. Mais bien sûr. Il y en a qui ont sabordé le groupe et qui se sont sabordés. Enfin, franchement, hein, ça n'engage que moi. Mais Anelka, il ne doit plus jamais mettre les pieds en équipe de France. Mais bien sûr, il peut plus. Après ce qu'il a fait là, tu peux plus. Non seulement à l'intérieur du groupe, il a tout pourri. Mais ensuite, ne serait-ce que pour les 2 coups francs, franchement, ça a l'air de rien. Roland en a parlé, je veux bien. Alors, rappelons sur ce coup franc, il prend un pas d'élan, il est à 35 mètres. Il est à 35 mètres, il fait un pas d'élan et il met un plat du pied. Il insulte ses potes, il insulte tous les Français qui le regardent. Et c'est pas la première fois, Anelka, qu'il insulte tout le monde. Toutes ses déclarations passées sur son amour des Bleus, la sortie qu'on avait longtemps évoquée dans l'after au sujet du pays, carrément de la France, de ce qu'il éprouvait pour ce pays, sa non-volonté de payer des impôts, tout ça c'était scandaleux. Mais on laissait passer ça. En France, on a laissé tout passer. On laissait tout passer. En fait, vous savez, on a beaucoup tapé sur Ramayad parce qu'elle a eu une sortie qui n'était pas au bon moment, peut-être pas au bon moment, mais il n'empêche que je crois que c'est la seule personne qui a vu juste dans ce qui se passait autour de l'équipe de France. Et tous les autres sont passés au travers. Ramayad, c'est la seule qui a ouvert les yeux. Alors comme elle venait d'arriver, elle a peut-être tout fait un peu de façon maladroite. Mais pour moi, c'est la seule vraiment intelligente qui a voulu se mêler du truc et qui, je pense maintenant, je l'encouragerais à continuer à se mêler du truc et à vraiment faire en sorte qu'il y ait du ménage. Si l'Uruguay gagne 1-0 contre le Mexique, la France devra battre l'Afrique du Sud 4-0. OK ? Ouais. Si le Mexique gagne 1-0 contre l'Uruguay, la France devra battre également l'Afrique du Sud 4-0. Vous m'avez suivi ? Bon, s'il y a un match nul... Et si l'une des deux gagne 2 buts d'écart ? Eh bien là, il suffit d'un 3-0. Etc. C'est-à-dire, plus il y a d'écart à Uruguay-Mexique, moins nous avons besoin d'écart. Tu vois l'équipe de France battre l'Afrique du Sud 3-0 dans cet état-là. Mais j'y crois pas, mais pas une seconde, j'y crois. Ben, on peut toujours essayer. Quoi. L'équipe, elle est désintégrée. C'est vrai qu'on peut essayer. Et en plus, ils vont jouer le nul. Mais forcément, tu peux pas prendre le risque. Bild, en français, sur son site, le journal allemand, a titré, c'est Polo, notre spécialiste allemand, qui m'a dit, ils ont mis en français dans le texte, mon Dieu, la France est dehors. En plus, on passe vraiment pour des pites. Ouais. Non, mais attends, tu le passais avant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu la qualification contre l'air, qui déjà avait ridiculisé le football d'ailleurs, français. D'ailleurs, à Dublin, c'est la fête ce soir. Oui, bien sûr. Que la France était le pays le plus détesté par tous les autres d'un point de vue du football. Il y a eu tout ça. Tu as été traîné dans la boue, mais comme il faut, Roland, quand même. Hein. C'est vrai. On a vu l'Argentine battre la Corée du Sud 4-1 cet après-midi avec un triplé d'Higuaín, avec Maradona. Je ne sais pas si vous avez vu cette image qui a brandi avant le match sur la pelouse la une d'un journal de 86 où c'était marqué champion du monde. Je rappelle qu'en 86, l'Argentine avait battu la Corée du Sud en poule. Donc les Coréens se sont vexés. Cela dit, ça ne les a pas motivés plus que ça, puisqu'ils ont fait une démonstration et ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Et là, on a vu ce que c'était du jeu technique. Il commence à faire le show, Maradona. On a vu des choix judicieux de Maradona. Beaucoup lui tapaient un petit peu dessus. Ses changements ont été excellents. Higuaín, en qui il a confiance, met un triplé. Ça joue bien. Même si Higuaín n'a pas mis les plus difficiles de sa carrière. Celui où il met la tête décroisée, elle est jolie quand même. La tête décroisée, mais enfin, il y en a Après, il y en a une, je pense que même toi tu la mets, oui, ça c'est sûr. Voilà.
Et Même Julien Cazard peut-être. Pas sûr. après, il y a des questions. Et après, il y a des questions que tu peux légitimement te poser. C'est quand ça va être plus compliqué, est-ce qu'il va falloir continuer avec Vérone ou garder Maxi Rodriguez, parce que j'ai trouvé l'équipe beaucoup plus équilibrée dans cette configuration-là. Mais comme Maradona a tout basé sur Vérone, et il l'a dit et répété, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et pareil, je pense qu'il s'est aperçu que Jonas, va falloir Gutiérrez. Et suspendu au prochain Je pense match. qu'il va falloir arrêter. Et puis, si Samuel, sa blessure n'est pas trop grave, Bourdisso ira à droite. Et ça donnera une défense, tout ce qu'il y a de plus solide. Je vois cette équipe absolument complète. Léo Messi, on disait tout le temps, ouais, avec l'Argentine, machin. Moi, je le vois excellent. Et je pense qu'il va monter petit à petit, qu'il sera à chaque fois encore meilleur. Je pense que c'est un vrai candidat au titre. Ce qui fait peur, c'est les joueurs sur le terrain, ok, et notamment, c'est vrai que Messi a l'air d'être nettement en progrès par rapport à la différence qu'il pouvait y avoir entre le Messi de Barcelone et le Messi de la sélection. Mais c'est vrai que quand je vois un Milito sur le banc, ça fait peur, quoi. Ouais. Parce que tu te dis Il est parti pour y rester pareil. Et il n'est pas rentré, c'est Agüero qui est rentré. Donc, et qui a été très bon quand la merveille de passe qui Tevez, Higuaín, Messi. Di Maria qui a été bon, il avait été transparent lors du premier match, là il a été très bon. Voilà pour l'Argentine, on a tout dit. Philippe Auclair, évidemment, qui est là. Salut Philippe. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir coach, bonsoir Salut Philippe. J'ai failli Philippe, vous êtes invaincu. Hein. Tu sais qu'on a établi un nouveau record ce soir. Alors on va y revenir au record et à tout le reste. Tu connais le record? Donne-le vite. C'est le record des 0-0 en phase finale de Coupe du Monde. Ah. On en est à 10 maintenant pour l'Angleterre. C'est un record absolu. C'est vrai quand même que c'est une déception pour l'Angleterre, Philippe, non? Pas qu'un peu, tu veux rire. C'est plus qu'une déception. Ça fait poser de grosses questions sur cette équipe. Et, moi j'ai un tas de questions pour toi. Et sur Capello. Prends un papier et un stylo parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai le stylo, j'ai le papier. Alors Jean-Michel d'abord, parce que toi tu étais au stade, donc tu as peut-être vu ça sous un angle différent d'une autre devant la télé bien sûr. Oui. Une Angleterre très décevante ou bien une Algérie qui a su prendre sa chance alors qu'on l'annonçait très très défensive et sans ambition? Alors ça je vais te dire Gilbert, quel que soit l'angle pris, qu'il soit angle droit, obtus, aigu, tu le pouvais prendre. Ou Angleterre. Pardon. C'était ou Angleterre, n'importe quel angle. C'était une purge de première catégorie. Oui, on l'a ressenti comme ça aussi. Après la digestion d'hier, voilà une purge. Et là, on est prêt pour l'after, mais c'était catastrophique et c'était d'une nullité affligeante. Heureusement qu'il y a eu de temps en temps quelques intentions algériennes, mais côté anglais, les garçons avaient chaussé des galoches. Et ils ont été absolument catastrophiques. Malgré tout, j'ai l'impression que Saadane a quelque part réussi son plan. C'est-à-dire qu'en gros, il a son point et maintenant tout va se jouer pour lui au dernier match. L'Algérie est encore en vie, quoi. Comment il transforme l'équipe, oui, c'est très bien pour le prestige de l'Algérie, c'est vachement bien. Ok, tout le monde est content. Mais ça fait un point en 2 matchs. Bah oui. Toujours, on a compris que la tactique défensive, il savait faire. S'il a un plan B pour gagner un match, peut-être mettre un attaquant. Parce qu'avec 2 points, il passera pas. S'il refait match nul contre les Américains. C'est clair, il faut gagner absolument. Donc, et comment il va gagner absolument? Parce que là, sur le match d'aujourd'hui, face à une Angleterre que j'ai trouvé très souvent nulle ce soir. L'Algérie, à un moment, il se promène au milieu, quoi. Il peut pas, Saadane, se dire tiens, je vais tenter un petit plan B, mettre un attaquant. Rafik Saifi, par exemple. Je sais pas, mais il peut aller le chercher le match là. Là, il peut accomplir un exploit à la hauteur de celui de 82 là ce soir, parce que l'Algérie me semble bien mieux que l'Angleterre. Et là, il se retrouve avec un point de match. Roland. La prudence du match de ce soir, c'est peut-être aussi la défaite du Bachalet, mais je rejoins. C'est possible. Je comprends ce que tu veux dire aussi. À un moment, il faudra qu'il fasse autre chose forcément. Peut-être il le fera au 3e match. Quitte à le perdre, maintenant l'honneur est sauf. Pratiquement, l'Algérie fait une meilleure Coupe du Monde que la France. Oui, enfin l'Algérie n'est pas venue pour faire mieux que la France. L'Algérie est venue pour faire sa Coupe du Monde. Je fais des comparaisons parce que je me fais chambrer par des amis algériens que j'aime bien chambrer aussi. Et là, ce soir, je suis obligé de reconnaître. Non, mais là maintenant, il faut qu'il gagne absolument pour passer. Jean-Michel. Le résultat de cet après-midi aussi. Quelque part, je pense que s'il y avait eu un vainqueur, aurait obligé Saadane à faire autre chose. Le résultat, il les laisse en vie. Certes,
la situation est un peu plus compliquée pour l'Algérie. Mais en cas de victoire de l'Algérie contre les États-Unis, tout reste possible. Et ils sont encore en vie, et bien en vie, les Algériens. Ils sont derniers du groupe, alors oui, ils peuvent gagner, mais là, comme ça, tu les donnes gagnants contre les Américains? Moi, je les donne pas gagnants. Non, je les donne pas gagnants. Eh ben voilà. Je les donne pas Le gagnants. problème, Alors, il est là, Philippe. c'est qu'il nous a pas montré, Saadane, qu'il pouvait faire autre chose. C'est ça qui est malheureux. On reparlera de ce match un peu plus tard dans la soirée, mais tout de suite là, que dit-on en Angleterre, Philippe, après la rencontre de ce soir? Tu peux imaginer les réactions qu'il y a. Les gens disent l'Angleterre ressemble à la France. Oh, l'insulte suprême. Pas loin. On est la référence de la nullité en la matière. Oui, c'est ça. Pas loin. On est devenu la référence. C'est vraiment la grosse insulte. On a eu des réactions déjà de Fabio Capello et de Steven Gerrard en particulier à ce match. Et très honnêtement, il dit qu'il va essayer quelque chose de différent contre la Slovénie. Mais très honnêtement, le gros débat en Angleterre, c'est le fait qu'il a persisté avec une formation tactique qui paraît invraisemblable, mais vraiment invraisemblable, avec Wayne Rooney derrière Emile Heskey. Lorsque Wayne Rooney a joué en avant-centre avec Manchester United pendant toute la saison, que Steven Gerrard est bien meilleur lorsqu'il joue en attaquant de soutien, et qu'on n'a toujours pas vu Joe Cole, qui est vraiment un des éléments qui pourrait débloquer cette équipe d'Angleterre. Des questions sur les choix. Mais tu sais, là, il y en a des tonnes, Daniel, mais en même on temps, admire tu vois, Philippe, Fabio, mais non, mais il y a voilà, des mais moments, là. le truc à un moment, c'est que moi, j'entends et je note, je vois les choses. Maintenant, je sais pas, il lui est arrivé quelque chose, il a pris un rhume de cerveau, parce que moi, je veux bien tailler quand il faut tailler, mais je sais aussi reconnaître. On parle de Fabio Capello, quoi. Il a un CV Capello, long comme absolument. le bras. Le gars, il peut pas. Je me dis, il peut pas. Je peux pas voir des choses qu'il voit pas. Alors, les Allemands, messieurs, les Allemands ont perdu cet après-midi face à l'équipe de Serbie. Je parlais de complexe d'infériorité pour les Algériens. N'y a-t-il pas eu là un complexe de supériorité à l'inverse des Allemands qui se sont peut-être vus un peu trop beaux face aux Serbes? Ça n'existe pas en Allemagne, ça. Le problème, c'est que ce que j'essaie de réfléchir au niveau des adversaires des Allemands. Dans ce 4-0, contre qui? Contre l'Australie. Je pense qu'il y avait les deux là. Je pense qu'il y avait les Allemands qui étaient bons, mais les Australiens qui étaient mauvais. Et ce soir, nous avons eu des Allemands piégés, des Allemands qui ont joué à 10, qui ont même raté un penalty. Quand rien ne va, rien ne va. Mais bon, je mets ça sur le fait que ça doit être un accident et vraisemblablement. Ouais. Cet accident permettra aux Allemands de se remobiliser, de gagner le 3e match et de se qualifier, même en terminant premier du groupe, je pense. Tu es d'accord, Daniel? Moi, les Allemands, je les ai trouvés très bons. C'est vraiment la sale journée, quoi. Les Serbes ont été vraiment faibles. Ils ont profité effectivement du fait qu'ils se sont retrouvés en supériorité numérique pendant une grosse partie du match. Et même à 10 contre 11, les Allemands ont dominé. Ils ont eu un tas d'occasions. Ils ont raté un péno. Tu vois, le truc, c'est qu'ils ont une idée de jeu, c'est sûr. Ils sont bien dans leur foot. Ils ont des bons joueurs, les Allemands. C'est impossible que ça passe pas. Tout est trop bien préparé. L'accident, ça arrive une fois, comme c'est arrivé à l'Espagne. Au final, les Allemands vont passer, ils battront le Ghana et ça va avancer. C'est trop bien pour que ça se plante. Qu'avez-vous pensé de l'arbitrage aujourd'hui? On a vu un but pour les États-Unis qui était totalement valable, qui a été refusé. Les États-Unis auraient dû l'emporter 3-2 face aux Slovènes. Ça aurait pu être le but de la victoire. On a vu également un arbitre espagnol lors du match Allemagne-Serbie qui a eu tendance à sortir des cartons un peu vite peut-être, même s'il peut y avoir débat sur l'exclusion de Klose. Pour l'instant, l'arbitrage, on l'a dit plusieurs fois d'ailleurs depuis le début des compétitions, a été très correct. Oui, dans l'ensemble, oui. Très correct, mais il a été très bon. Très bon, ok. Très bon. Pourquoi la très nuance correct entre très correct et très bon. Très correct, excuse-moi, j'ai l'impression que ça atténue quand même. Là, quand même, l'arbitre malien, je crois, je suis même sûr, de États-Unis, Slovénie, s'est planté. Enfin, au moins son assistant. En Attention, tu vas nous faire une Thierry Roland, toi. Ah non, je précise juste qu'il est malien. Tu as tapé 2-3 assos au cul, ça va te faire. Attends, l'arbitre du match d'ouverture, il était quoi je sais pas. Ouzbek. Il était très bon. Ce que tu viens de dire. Genre, il est bon parce qu'il est ouzbek, il aurait pas dû. Arrête d'essayer de me. Il est tordu celui-là, Roland. T'as vu ça comme il est tordu? Ah, tu sais, faut faire attention de nos jours. On peut pas tout dire. Polo. L'Allemagne
qui avait explosé l'Australie au premier match 4-0, a perdu cet après-midi face à la Serbie. Petit accident de parcours ou mal plus profond? Déjà, premièrement, j'avais demandé à ce qu'on relativise le match contre l'Australie, puisque quand tu joues contre un bloc défensif et que tu marques au bout de 8 minutes, ça libère beaucoup d'espace, ça facilite beaucoup les choses. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est beaucoup plus une blessure intime plutôt que par rapport au jeu, puisque je le dis très honnêtement, je n'ai pas beaucoup aimé le jeu de l'Allemagne, notamment la première demi-heure, qui jouait un peu à sa main. Il s'est passé un fait de jeu, on a eu un arbitre, je pense qu'il a voulu faire un peu de zèle, on s'est retrouvé avec Klose dehors. Je rappellerai juste que Klose est peut-être en Allemagne un des plus grands professionnels qui existent, qui ne l'ouvre jamais, qui passe son temps à travailler, qui n'a jamais une réputation. Non, mais c'est pas vraiment des fautes, il faut arrêter un petit peu, sinon on met des cartons partout. Et l'arbitre, il va pas venir en consultant le CV. Bon alors toi, Klose, t'as jamais rien fait de ta vie, tu bosses super bien. Non, mais ça c'est pas vrai. Mais je pense qu'il y a de la psychologie. Il y a la psychologie, et je crois que quand on voit qu'on met des cartons, si on met des cartons sur les fautes de Klose, on finit à chaque match avec un carton jaune. C'est pas un discours, ça. C'est bien que l'arbitrage, c'est chaque match, voyons. Mais de toute façon, là, en plus, moi, je le dis très honnêtement, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ce football supposé moderne, où dès qu'un défenseur ou dès que quelqu'un commence à faire une semi-faute sur un joueur, il faut forcément. Il n'empêche qu'il a pris rouge. Donc après, il joue à 10, et qu'à 10, je trouve que l'Allemagne a super bien joué. À 10, on se débrouille pas mal. Ce que j'apprécie, c'est qu'on a fini en 3-4-2, enfin que Le va finir en 3-4-2. Maintenant, soyons honnêtes, l'Allemagne a fait une très mauvaise opération. On a beau dire qu'on va potentiellement passer sur le Ghana. Parce que tout va se jouer sur le dernier match. Tout va se jouer sur le Ghana qui, d'après ce qu'on a vu sur le premier match, est quand même pas une mauvaise équipe. Le Ghana a quand même perdu sa défense centrale a priori. Les deux défenseurs centraux sont a priori absents pour le match de demain face à l'Australie et déjà incertains pour la suite. Voilà. Alors ce que je voudrais dire par là, c'est que j'ai regardé un petit peu ce qui se passe par rapport à la presse. La presse dit très laconiquement qu'en fait l'Allemagne s'est mis une balle dans le pied tout seul. Parce que justement, elle n'a pas produit de jeu, c'est-à-dire qu'elle a laissé un petit peu jouer les Serbes en première demi-heure. C'était aux Serbes de proposer du jeu pour essayer de gagner, tout simplement. Et je crois que même si on veut faire évoluer le football allemand vers un jeu plus technique, il faut pas. On n'a pas forcément des qualités intrinsèques en Allemagne qui sont comme celles de l'Argentine, par exemple. Alors Schweinsteiger a râlé en disant qu'il y a trop de cartons dans cette Coupe du Monde. D'ailleurs, Klose est le 7e joueur exclu depuis le début de la compétition en 21 matchs. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je sais plus. Si Ozil. Ozil, on en a fait une vedette après le premier match. Est-ce qu'on n'est pas allé un peu vite? Déjà, je rappellerai que Ozil a 21 ans et déjà 11 sélections et qu'un gars comme Zidane a été sélectionné pour la première fois à 22 ans. Donc il faut relativiser beaucoup les choses. Ensuite, Ozil a eu talent, on le sait. C'est un joueur racé, comme à titre personnel, j'en ai rarement vu, notamment son pied gauche. Maintenant, il faut qu'il progresse, il faut qu'il continue. Je vois son potentiel. C'est un bon numéro 10. Oui, maintenant, voilà, il faut qu'il évolue. Parfois, tu le vois pas pendant 10 minutes, mais quand il touche le ballon, il éclaire le jeu. Non, mais d'accord, mais il a fait des choses. Roland? Oui, mais à un moment, il donne un super ballon c'est souvent Podolski, parce que le pauvre, il a à peu près tout raté aujourd'hui, avec une petite déviation, une touche. Il peut pas faire plus, quoi. D'ailleurs, vous savez qui a arrêté le péno? C'est l'ancien gardien de Nantes qui était une passoire totale à l'époque, Stojkovic. Oui, mais à Nantes, tout le monde, c'est trop. Il n'est pas si mauvais. En fait. Il n'est pas si mauvais que ça. Roland? Sur le penalty, il part une foulée avant. Il faut vraiment le faire esprit pour le. Podolski aujourd'hui, il aurait tout raté, même la cage vide. Il était noir. C'est à l'image de l'équipe d'Allemagne, Podolski. C'est un jour sans. Même un penalty raté. Ce qui est emmerdant pour eux, c'est qu'ils sont obligés maintenant de jouer à fond le troisième match. Tu sais ce que je pense de ce troisième match, quand on peut souffler ou au moins souffler une partie de l'effectif et se partager les trois changements à trois postes, ça permet de faire souffler les joueurs. Et en plus de ça, nerveusement, tu es obligé de faire un gros match, de te concentrer un maximum, parce que tu n'es pas sûr aujourd'hui d'être qualifié. Information RMC Sport, il y a eu hier à la mi-temps dans le vestiaire une altercation sévère entre Anelka et Domenech, ce qui a provoqué la sortie d'Anelka. Domenech lui a dit: toi maintenant, puisque c'est comme ça, tu sors. Voilà, donc non, attends. Au fur et à mesure, explique-nous. Il y a eu une altercation Anelka-Domenech quand Anelka a su qu'il était remplacé. Avant. Et c'est suite à l'altercation que Domenech a décidé de le sortir. Alors, tu te rends compte, s'il a 5 altercations, il sort 5 joueurs. J'aimerais également que vous donniez votre avis sur le rôle que jouent deux personnages centraux dans la vie de l'équipe de France, à savoir Gérard Houllier et Noël Le Graët. Prenons le cas d'Houllier d'abord, DTN, qui en l'occurrence ne dit rien.
qu'est-ce qui se passe? Il s'en fout complètement de l'équipe de France, Gérard Roulier. Quel est Non, votre avis, c'est pas- c'est- messieurs Larquet, Non, parce et que Courbis? Gérard Rouillet était en grande conversation avec Raymond Domenech hier, une demi-heure avant, au moment où les équipes s'échauffaient. Gérard Rouillet est très concerné par l'équipe de France. Il a même été peut-être trop concerné par l'équipe de France, Gérard Rouillet. Tu sais, il a travaillé pour le maintien de Raymond Domenech, en disant tout simplement, parce que certains au Conseil fédéral ont écouté les techniciens. Parmi les techniciens, Gérard Rouillet avait la place principale. Et ce qui arrive aujourd'hui, peut-être que Gérard Rouillet aurait bien souhaité que ça arrive quelques matchs ou quelques mois auparavant. Par exemple, lorsqu'en Roumanie, Johan Gourcuff a mis ce but de 30 mètres qui a sauvé la tête de Raymond Domenech. Parce que s'il ne sauve pas la tête de Raymond Domenech, qui arrive, tel Don Quichotte avec Sancho Panza? Arrive Gérard Rouillet et Noël Le Graët. Sauf qu'il y a eu ce but et que les dessins machiavéliques des uns et des autres ont été remis à plus tard, puisque Gourcuff a sauvé la tête de Domenech à ce Qui moment-là. a des dessins machiavéliques? En l'occurrence Gérard Roulier, qui voulait prendre la place de Domenech à ce moment-là? Ben, je pense que Gérard Rouillet voudrait au moins 2 places. Si c'est pas celle de sélectionneur, c'est celle de président. Et si c'est pas celle de président, c'est celle de sélectionneur. Mais non, mais moi je sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel. Je ne me l'imagine pas en train de se débiner et de pas prendre ses responsabilités. Écoute, à faire le point. Attends, excuse-moi. Écoute, je vais pas trahir. C'était pas des conversations off, coach. Hier au soir, à 19h, j'ai longuement conversé avec Gérard Rouillet. Bon, il a été un soutien de Domenech. Oui. Un soutien capital de Domenech. Oui. Moi, ce qu'il m'a dit, c'est que Raymond Domenech était ingérable, nul, et que mais je lui ai pas dit à un moment donné, mais c'est bien toi qui l'a soutenu. Aujourd'hui, Gérard Rouillet se range du côté de la Vox Populi et considère que celui qui l'a soutenu bec et ongles, corps et âme, eh bien, est un nul de première catégorie. Oui, il est évident que déjà, ayant des difficultés de gestion de groupe, alors qu'il avait un semblant d'autorité, je dis bien un semblant, parce que Patrick Vieira, quand hier, on l'a croisé, et alors, Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Qu'il crève. Donc tu vois un petit peu, Pat, comme il l'appelle affectueusement. Tu vois où en sont les rapports humains entre cet homme-là et ses anciens joueurs, c'est-à-dire quand il parle de lui, c'est qu'ils en ont un profond dégoût. Et aujourd'hui, celui qui a été troublé par l'annonce du futur sélectionneur, c'est pas les joueurs, parce qu'ils sont toujours troublés. Ils sont toujours troublés, ils ont des exigences bien au-delà de leur talent. Mais celui qui a été totalement déboussolé, qui a été totalement déstabilisé. Parce qu'il faut savoir que la méthode de Raymond Domenech est une méthode pas uniquement avec les joueurs, avec l'ensemble du staff. C'est une méthode de terreur. Il y avait un entraîneur qui, j'allais dire, devait venir, mais c'était gros comme une maison qu'il devait être nommé. C'était après l'Euro, tu te souviens ? Aujourd'hui, il est champion de France. Didier Deschamps. Oui, bien sûr. Il a été. Et tu sais qui est intervenu pour qu'il ne vienne pas? Bah, bien sûr. Voilà, oui. Toujours la même personne. On peut le dire. Bah oui. Et on peut ajouter aussi Platini qui voulait pas que Deschamps entraîne l'équipe de France. On a la chance d'avoir Jean-Michel qui s'est retrouvé dans sa carrière, dans des matchs retour, à réussir pratiquement des missions impossibles avec l'épopée des Verts. Donc, nous avons une situation qui est une situation, je ne suis pas complètement fou, plus que compromise. Mais est-il vraiment fou d'essayer quand même de se mettre dans un contexte de match retour contre les Africains du Sud? Considérons que nous avons perdu un match aller 3-0 contre l'Afrique du Sud, et c'est complètement fou, je suis complètement dingue de dire que maintenant on va mettre en place une équipe, ça passe ou ça casse, capable de battre l'Afrique du Sud sans son meilleur joueur qui est son gardien de but, 3-0. Dites-moi-le sincèrement, je ne me vexe pas.
Il faut vraiment c'est vraiment impossible. Non, mais pour moi, ça sert à rien. Non, mais alors, attends, ça sert à rien. On va peut-être quand même essayer d'envoyer un message comme nous faisons depuis des semaines, des mois et des années à notre ancien ou futur, ex-futur, je ne sais plus comment il faut l'appeler, parce que j'ai des mauvais souvenirs des tas et notamment un mauvais souvenir, moi, c'est... Un des bons souvenirs de Domenech, c'est le match nul en Serbie. Le match nul en Serbie, qu'on soit à 10 contre 11 ou qu'on soit à 8 contre 11, nous donnait la place de second de la même façon que une défaite. Et à un quart d'heure de la fin, de la même façon que je n'ai pas vu rentrer ni Cissé ni Thierry Henry, parce que des matchs à un quart d'heure de la fin qui à 2-0 ne sont pas perdus, j'en ai vu des tas depuis 40 ans, merde. Donc maintenant, nous allons rencontrer l'Afrique du Sud et nous sommes en train de discuter qu'il faut un miracle, il faut ci, il faut ça. Mais si il peut démissionner et nous laisser faire modestement depuis RMC, on l'a lui fait, notre équipe. Mais notre équipe qui ne sera pas obligatoirement une équipe qui gagnera l'Afrique du Sud, mais au moins nous aurons une chance, parce que si nous suivons les deux équipes que nous avons avalées sans pouvoir les digérer, là nous n'avons aucune chance. Alors cette équipe-là, je te la donne, Jean-Michel, modestement. Alors je vais te dire, vas-y. Déjà, gardien, c'est le seul joueur qui nous a mis à son véritable poste, pratiquement, on ne va pas l'enlever, c'est Loris. Donc Loris aura un bon souvenir de Raymond Domenech. 4 défenseurs. En ce qui concerne les 4 défenseurs, puisque, allez, on va considérer que Evra, dans un bon jour remobilisé, c'est meilleur que Sagna. Nous gardons Evra et nous mettons Réveillère. Schillaci, on ne s'en prive pas, parce que sur coup de pied arrêté, autant sur le plan défensif que sur le plan offensif, ça peut peut-être nous servir à marquer un des 3 buts que nous devons marquer contre l'Afrique du Sud. Nous mettons 2 milieux, relayeurs, bons footballeurs. Tu mets qui avec Schillaci dans l'axe Gallas, ok. Donc ensuite, nous mettons 2 milieux récupérateurs, relayeurs, les meilleurs footballeurs de notre groupe, puisque Toulalan est suspendu, Gourcuff et Diaby. Ensuite, bêtement, nous mettons un couloir gauche qui est Malouda, un couloir droit qui est Ribéry, en lui expliquant que s'il veut de temps en temps permuter avec Malouda pour se retrouver sur les bons pieds rentrant vers l'intérieur, c'est autorisé. Et nous démarrons avec Gignac et Thierry Henry dans l'axe, et nous réservons Cissé et Valbuena pour les 30 dernières minutes. C'est vraiment impossible de mettre 3 buts aux Africains ? Ça fait un but toutes les 30 minutes, merde. Moi, je te dis que c'est invraisemblable et que la France ne battra pas l'Afrique du Sud. Il y a une chose que... alors, on n'a pas encore tout vécu. Le pire risque d'arriver. Parce que je pense que tu ne mesures pas les choses. Le Mexique, le Mexique qui bat l'Uruguay et nous qu'on ne bat pas l'Afrique du Sud. Il y a encore pire qu'hier soir. Moi, je te dis que la France ne battra pas l'Afrique du Sud. Le Cameroun est éliminé. C'est mathématique. Quelle 0 surprise, point. Et les Pays-Bas sont qualifiés. Première équipe officiellement qualifiée pour les 8e. Les Pays-Bas, 6 points. Roland, Jean-Michel, avant que Daniel ne fasse son analyse le Gouenienne après cette performance du Cameroun. Non, moi ce que je regarderai surtout, c'est que le match de ce soir, même si c'est une défaite du Cameroun, c'est quand même un Cameroun en amélioration, mais malheureusement, de matchs, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 3. Et le Cameroun paye ce soir leur match très très moyen, pour ne pas dire mauvais, du premier match. Jean-Michel, est-ce que le Cameroun paye les erreurs de Le Guen au premier match ? Non, attends, on va pas. Je vais laisser le soin d'ouvrir ce dossier à Daniel, qui est spécialiste. C'est un dossier à ouvrir. Paul Le Guen. Oh, les journalistes camerounais vont faire ça bien mieux que moi. Moi, j'aurai juste une machette, ça va être tronçonneuse. Je vais simplement dire que, contrairement à ce qu'ont dit certains grands entraîneurs, le premier match est quand même le match décisif. Et comme par hasard, Le Guen, il n'a pas compris ça non plus. Non, le grand ami de Raymond. Surtout que le troisième, celui-là, il ne l'est plus du tout décisif. Non, si tu veux, quand tu entends des inepties pareilles à la sortie, qui ne sachent pas que 1 et 1 font 2 et que 2 plus 1 font 3, donc il y a 3 matchs, et que si tu prends un mauvais départ, tu es quasiment carbo. Notre ami Paul Le Guen, l'ami de Daniel, je le répète, et d'autres entraîneurs vont le comprendre très rapidement. Les Pays-Bas, ils l'ont compris. Puisqu'ils ont gagné 2 fois. Daniel.
Et l'Allemagne aussi, puisque en gagnant le premier match, même en perdant le second, il reste dans le coup. Alors donc la Coupe du Monde est un moment de vérité où les incompétents passent à la caisse. On l'a constaté avec l'équipe de France, on le constate avec le Cameroun. Un bref rapide historique de l'incompétence de Paul Le Guen serait bien trop long, mais il y a quand même des années que je me charge de vous répéter à quel point il est incompétent, et à Lyon il a simplement profité de circonstances favorables et de gestion humaine accomplie par d'autres, puisque lui il était surtout bon pour poser les plots. Et qu'effectivement diriger un club comme Rennes c'est beaucoup plus facile que d'être entouré d'un peu de pression. Il a massacré donc le Paris Saint-Germain lors de son passage, où j'ai cru moi en lui à l'époque, mais après une enquête un peu plus fouillée m'a vite montré il y a pas de... Oui, non mais je suis pas en train de dire que d'autres sont meilleurs ou moins bons que lui. Nous là on est en train de parler du Cameroun et de cet homme qui a quand même parle de Rennes et de Lyon et qui a quand même, c'est lui qui a quand même l'image d'être l'un des fleurons de la profession en France. C'est en tout cas ce que pense une grande partie de l'intelligentsia footballistique, qui nous disait également que Raymond Domenech n'était pas si mauvais que ça. Donc il a pris le Cameroun. Cet même établissement de la pensée footballistique française nous a dit que c'était très fort d'emmener le Cameroun à la Coupe du Monde, alors que je pense qu'emmener le Cameroun à la Coupe du Monde c'est juste normal pour un pays qui a une telle histoire dans la compétition et qui est l'un des top pays au niveau du foot sur ce continent. Donc se qualifier dans le groupe où le rival le plus costaud était le Gabon, ça a été assimilé par tous ces gens-là qui nous ont donné la même leçon sur Domenech comme un exploit. Donc je le répète, déjà là l'incompétence avait été terrible. Paul Le Guen, qui a donc été placé à la sélection du Cameroun par ses appuis politiques français et notamment par celui qui s'occupe de l'identité nationale au gouvernement, donc s'est retrouvé à la tête. Besson, tu peux donner son nom. Hein. Voilà, j'ai pas envie. Donc qui a une qualité, il aime le football. Ah, il adore le football, mais il vaut surtout mieux pas qu'il s'en mêle, qu'il reste dans les tribunes, ce sera déjà bien assez bien comme ça. Donc il a dirigé le Cameroun. Sur le premier match, il a fait à peu près ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire les vieux dehors, les bons joueurs sur le banc. Je fais avec ma sauce, tu prends entre un gardien de CFA et Kameni, il vaut mieux mettre le gardien de CFA, d'ailleurs ça s'est pas vu sur les deux matchs. Et puis sur le deuxième, remanié par le ministre des Sports et par les joueurs eux-mêmes qui se sont repris en main, l'équipe avait quand même une autre allure ce soir, comme par hasard. Comme par hasard, Samuel Eto'o qui était sur le terrain. Samuel Eto'o sur le premier match, il a fait plus de remises en jeu, en touche, que de tirs vers le but. C'est une stat réelle ça. Dis donc, t'as le ministre des Sports du Cameroun, toi, pour dire ça, là ? Il a remanié l'équipe, on le sait, parce que les autorités s'en sont mêlées. Bah, moi, je te le dis, voilà, tu vas pas te remettre... On demandera à Patrick Beaumain. Je ne dis pas que des conneries, je pense que ces derniers temps, on a constaté certaines choses. Donc, le ministre a remanié l'équipe, les joueurs se sont pris en main, ça avait plus d'allure. Song titulaire, oh là là, quelle surprise que Song soit titulaire, dis donc, mais pourquoi il était sur Alexandre, le banc Paris Gobert. Oui, et en plus, Eto'o en pointe, ça aussi. Donc, on a découvert que. Et Mana qui est de retour. Et Mana, on a découvert qu'avec des bons joueurs, c'était mieux. Donc, ça avait plus d'allure, mais l'ensemble dirigé par Le Guen est allé dans le mur comme prévu au bout de 2 matchs. Trop tard. Le retour dans la bonne direction était trop tard. Ils avaient dérapé, ils étaient dans le fossé. Ne sortirait pas de ce groupe. Actualité de l'équipe de France, bien sûr, Anelka viré de l'équipe. Aujourd'hui, il a quitté l'hôtel il y a quelques minutes à peine et il prendra l'avion demain directement pour Londres. Depuis le Cap, Anelka viré suite évidemment à la une du journal L'Équipe ce matin et aux insultes qu'il a envoyées à Raymond Domenech à la mi-temps du match face au Mexique. Roland, décision logique et normale de la Fédération française de football ? Oui, bon, mais évidemment, c'est une décision logique, mais avant de parler d'une décision logique et évidemment incontournable, ce que j'aimerais revenir, c'est sur la une de l'équipe, parce que je ne sais pas si nous nous rendons compte, nous sommes en train tout simplement de nous saborder. Quand je dis nous, c'est nous passionnés de football et professionnels de football, que ce soit directement ou indirectement par rapport soit au métier d'entraîneur que je peux encore faire, ou une radio comme la nôtre qui est une radio de sport, et le sport numéro 1 c'est le football. Voir cette première page de l'équipe, alors après évidemment on va vouloir avoir des précisions, mais ça résume beaucoup de choses. Ça résume un ras-le-bol d'un journal qui est quand même un journal très important, et passer des mois et des années avec de l'ironie, de l'arrogance, de l'humour à 2 balles, au lieu de titrer, même si ce qu'a pu dire Nicolas est grave, au lieu de titrer Raymond Domenech insulté ou Anelka insulte Raymond Domenech, il y a carrément une phrase interdite aux enfants qui se baladent en première page de l'Équipe ce matin. Ça, pour moi, c'est encore plus grave et peut-être aussi grave que les propos tenus par Nicolas. Et ça résume
la situation dans laquelle nous nous trouvons, et je me demande même si on réalise la situation dans laquelle nous nous trouvons, et nous allons encore en découvrir. Donc quand l'on me dit que dans une mi-temps au haut niveau, en Coupe du Monde, on peut tenir des propos, mais si on tient des propos et qu'il y a ce degré d'énervement, ça résume quand même une ambiance pourrie, mais pourrie à quel point? Et la veille ou l'avant-veille, j'avais entendu de mes deux oreilles qu'il y avait une bonne ambiance à l'intérieur du groupe. Sincèrement, être pris systématiquement pour des imbéciles, ça devient fatigant. Et même si je ne suis pas d'accord avec cette une de l'équipe, je comprends qu'on puisse en avoir ras-le-bol, y compris du côté de l'équipe. Alors la réaction de Daniel, je précise au préalable que Nicolas Anelka a expliqué sur francesoir.fr que les propos qui avaient été rapportés n'étaient pas les siens. Il est vrai qu'en fait ce sont d'autres insultes qu'il a proférées à Raymond Domenech. Enfin ça ne change pas grand chose à l'histoire. Ouais, il paraît que pute est remplacé par prostituée, oui c'est vrai. Voilà. Non, ça ne change effectivement rien du tout. La une du journal, à vrai dire je m'en fous assez. Ils ont fait ce choix-là. Ce qui m'embête le plus, c'est que ce média archi dominant dans le monde du foot se raccroche à la locomotive que nous avons mis en route depuis très longtemps, nous, dans notre émission et sur l'antenne d'RMC. Vaut mieux tard que jamais, même si c'est après la guerre que les armes sont fourbies par ce média en l'occurrence. Eh bien, allons-y. Ils vont faire savoir, puisqu'ils ont plus... parce qu'ils ont beaucoup d'impact, ils vont faire savoir à tout le monde ce qui se passait réellement dans cette équipe depuis très longtemps. Ils vont confirmer tout ce que nous on disait. Aujourd'hui, plus que la phrase d'Anelka, à la limite, franchement, je m'en fous. Je doute pas une seconde. Ce type-là, de toute façon, on va pas refaire non plus la façon de travailler les médias. Je ne l'ai jamais. De toute façon, tu sais bien ce que j'ai toujours pensé sur Anelka en tant que joueur et en tant qu'humain. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup pensent et disent qu'il faut plus jamais qu'il remette les pieds en équipe de France. Notamment Hidalgo l'a dit. Je l'ai dit moi dès hier soir ici. Mais derrière lui, je veux vraiment qu'il n'y ait pas de bouc émissaire dans cette affaire. Il faut, je pense, à un moment que tout le monde paye. Il va vraiment, parce qu'il y a des gens qui commencent à essayer de se cacher. Déjà, j'ai entendu Escalette dans une conférence de presse, mais totalement surréaliste tout à l'heure, dire qu'il n'avait jamais pensé à démissionner. Mais alors là, j'espère que son ministre de tutelle l'a entendu pour lui mettre un gros coup de pied dans le derrière. Il faut qu'il s'en aille, mais au plus vite. Et avec lui, le DTN aussi, qui essaye de se cacher de la même façon. Il va falloir que tout le monde paye et qu'il n'y ait pas un joueur qui soit le bouc émissaire et qui soit empêché de remettre jamais les pieds en France. Certes, Anelka doit payer, c'est obligatoire parce que d'une, il a été mauvais et deux, il a eu un comportement inadmissible. Mais il va falloir aussi qu'on aille chercher Ribéry, le petit caïd. Il va falloir qu'on aille chercher Gallas également qui a fait son petit doigt d'honneur aux journalistes de TF1 au lieu de lui répondre. Enfin, plein de choses comme ça. Il va falloir qu'on fasse le grand nettoyage. Il y a quelque chose qui me dérange, moi, messieurs, j'aimerais votre avis. J'ai l'impression que Anelka est exclu aujourd'hui uniquement parce que cette phrase a fait la une des journaux. Mais c'est ce qui est le pire. C'est ce qui est le pire, Jean. Si l'équipe TF1 fait ce titre, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, si ça ne s'était pas su, Anelka serait toujours là, tranquille, peinard. Ça veut dire que l'autre, il aurait accepté de se faire insulter et le président de la Fédé aurait rien dit. Les journalistes ont entendu, ils savent quelque chose. Voilà. Non, c'est bon, on traite-le de tous les noms, vas-y. Donc où est l'autorité Quel exemple on donne? Si tu veux, il n'y a plus rien qui m'étonne. Parce que vous êtes en train de penser punir Nicolas Anelka en lui disant tu rentres chez toi, mais il aurait même peut-être aimé partir 24 heures avant. Il va te dire mais vivement que je rentre chez moi. J'en ai marre d'être dans cet asile. C'est peut-être ça qui va vous répondre Anelka. Et moi, ce que j'aimerais quand même qu'on arrive à comprendre, c'est que je rejoins Daniel, on n'est pas là ce soir pour couper des têtes. On est là ce soir pour essayer de faire comprendre que tous, avec des parts de responsabilité différentes, bien évidemment, directement ou indirectement, ceux qui ont par exemple empêché Didier Deschamps il y a 2 ans de venir à la tête du football français. Donc je crois que il y a une liste qui est assez longue et nous avons tranquillement le temps, dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, d'en parler. Si je peux me permettre, quand on parle d'autorité, je le disais hier soir et je le répète, quand on parle de gestion, quand on parle d'ambiance, mais déjà, quand on met un sélectionneur
en pâture avec 23 joueurs, un sélectionneur qui déjà est moyennement compétent, et je suis poli, mais qu'en plus de ça, avant une Coupe du Monde, depuis plusieurs mois, on lui a déjà mis son remplaçant. Quelle autorité il peut avoir avec un joueur qui s'appelle Anelka, Dupont ou Durand? C'est tout simplement impossible. Alors en plus, il est moyen, ce sélectionneur. Donc n'en demandons pas trop quand même. La part de responsabilité, elle est générale. Alors je rappelle qu'aujourd'hui, il y a donc eu une conférence de presse avec Jean-Pierre Escalette, président de la fédération, et Patrice Evra, le capitaine. Et là, alors on s'attendait à une explication. Est-ce que vraiment il y a eu un échange d'insultes ou pas? Et non, Evra nous dit... Ils se sont enfoncés encore plus. Evra nous dit, l'important, c'est pas ce qu'a dit Anelka, c'est qui est le traître qui a vendu la mèche. Voilà. Alors voilà, maintenant on cherche la taupe, quoi, en quelque sorte. C'est ça le plus important aujourd'hui, messieurs. Non, mais c'est les types s'enfoncent de plus en plus. C'est absolument pathétique. Si. Et Escalette à côté d'Evra, mais je te jure. Ah ouais, c'est sûr que c'était à s'arracher les cheveux devant la télé. S'il y a un meurtre, ce qui est emmerdant, c'est celui qui a dénoncé le meurtrier. C'est pas de retrouver celui qui a fait la faute. C'est fou, hein. Non, mais c'est hallucinant. Bon, dans ce contexte-là, l'Afrique du Sud. Mais gagneront pas, mais je le dis depuis hier, mais le groupe a complètement volé en éclats, désintégré. Modissé, le joueur sud-africain, a dit aujourd'hui, je pense qu'on peut mettre 3-0 à la France. Non, mais attends, la Chine a battu la France, c'est pas pour rien, c'est que déjà il n'y avait pas d'équipe. Par mi-temps peut-être. Mais il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus d'équipe. Domenech va pas faire de compo, il y aura rien, il n'y a plus rien. À la limite, je me demande même si la Fédé va pas demander aux joueurs, écoutez, laissez filer qu'on rentre à la maison, quoi. Là, c'est plus possible. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur la presse à l'étranger, ce qui se dit? Oula. Mais on est la risée de tout le monde. C'est une honte monumentale. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer plutôt sur quel genre de ménage on va faire. Et surtout très vite, que les gens qui sont dessus d'Escalette le dégagent au plus vite, le PPR. Bien, voilà pour l'équipe de France. On va dire un mot des matchs d'aujourd'hui maintenant. Il nous reste quelques minutes, messieurs. D'abord les Pays-Bas, parce que c'est une équipe qui impressionne depuis le début de la compétition et surtout qui est la première équipe officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est vrai. Ce soir, les Pays-Bas en 2 matchs ont gagné 2 fois, face au Danemark et face au Japon. Tranquillement, ils font leur petit bonhomme de chemin, les Hollandais Roland. C'est vrai que ça fait rêver d'être qualifié après 8 jours. Ah oui, ça fait rêver certains, oui. Donc les Pays-Bas, encore une fois, on voit une équipe un peu comme l'Allemagne hier, même si elle a perdu. C'est une équipe qui joue, c'est parfois compliqué, surtout quand c'est face à une équipe qui vient uniquement dans l'idée de défendre. Et les Japonais sont très très bien organisés et font ça plutôt bien. C'est une équipe qui est assez surprenante. Ouais, qui est assez surprenante. On attendait nul et qui finalement est encore en course pour la qualif. Mais c'est tout à fait logique, même si ça semble un peu arraché parce que c'est que 1-0. La frappe est sublime, mais le gardien se déchire complètement sur le tir. Mais c'est mérité, il y a une très grosse possession de balle, on joue chez l'adversaire, on a envie d'aller de l'avant. Après, il y a forcément quelques petits défauts. Van Persie en avant-centre, ça a du mal à me convaincre. Quand Robben va revenir, ça fera un élément de plus pour dynamiter, pour accélérer le jeu sur le côté. La vitesse, ça va être important dans le jeu de l'équipe quand Robben va revenir. Logiquement, ça doit être Van der Vaart qui va faire la gueule parce qu'il a déjà annoncé qu'il n'accepterait pas de sortir. Ça va être un souci. Peut-être que dans ce pays-là, quand il y a un joueur qui sort, c'est pas un joueur qui est décapité. C'est un joueur à qui on explique qu'il ne démarrera pas le match et que l'autre finira et qu'ils se partageront le boulot avec un qui jouera 60 minutes et 30 minutes. Nous, 1 et 1 qui fait 2, c'est compliqué. Tu sais, Roland, dans ce pays-là, quand un joueur est sorti de l'équipe, souvent ça crée des problèmes parce qu'ils se mettent régulièrement sur la tronche aussi. Non, mais ça c'est vrai parce que Van der Vaart a déjà dit, moi je mérite d'être dans les 11. Des mauvaises compétitions. C'est vrai, souvent ils gâchent un peu leur talent à cause de ça. Donc ça, c'est une petite inquiétude que j'ai. Mais bon, même s'il y a un problème, ça sera un problème qui sera moins énorme que le nôtre. Nous, pour un truc banal, nous, si on se rend même pas compte. Le premier match, on l'a quand même joué contre l'Uruguay sans Malouda. Ça, il va falloir quand même qu'on me l'explique parce que Malouda a eu le tort de dire si c'est pour me faire jouer trop défensif, il vaut mieux en mettre un autre. Eh bien, on va en mettre un autre. Mais attends, toi, tu dis dégage. Ça va, ok. Et Roland, bon. Nous on essaie de te faire parler d'autres choses, de parler d'autres matchs pour que tu rêves, pour que tu penses au football. Et toi tu reviens qu'à l'équipe de France. J'ai comme si j'avais un coq qui me regardait devant moi. Et j'essaye de le regarder de travers, j'arrive même pas à lui faire peur. Ouais. Ton coq c'est un poulet déplumé. RMC, l'after Coupe du Monde, Gilbert Bribois. Roland, Daniel, avant que vous réagissiez tous les deux à l'actualité de l'équipe de France, je rappelle les faits aujourd'hui.
succinctement. On a suivi ça sur... Si tu rappelles les faits, avec Roland, on va parler vers 1h30, 2h du matin, un truc comme ça. C'est pour ça que je vais le faire vite. On a vécu ça sur RMC, sur BFM TV, en direct cet après-midi. Que s'est-il passé? Entraînement en public de l'équipe de France, le bus des Bleus arrive, les joueurs sortent du bus, vont signer quelques autographes au public qui est là, prendre quelques photos. Ensuite, petit conciliabule, les joueurs regagnent le bus. Là, interrogation, que se passe-t-il? Même le staff de l'équipe de France semble un peu circonspect. Raymond Domenech monte dans le bus avec les joueurs. Là, s'ensuit une demi-heure de conciliabule dans ce fameux bus de l'équipe de France, rideau fermé. On voit le directeur délégué à l'équipe de France, à la fédération, Jean-Louis Valentin, partir en furie en annonçant aux médias présents qu'il démissionne et qu'il ne comprend pas le comportement d'enfant gâté, dit-il, des joueurs de l'équipe de France. Et puis, une demi-heure plus tard, Raymond Domenech vient lire un communiqué aux journalistes présents expliquant que les joueurs refusaient de s'entraîner car ils contestaient l'exclusion de Nicolas Anelka hier de l'équipe de France. Voilà donc le résumé succinct de ce qui s'est passé cet après-midi. Messieurs, nous assistons là à quoi? Une rébellion? Non, sire, une révolution comme non, la révolution, c'est ce qu'on souhaite, Louis nous. XVI. La révolution, c'est ce qu'on souhaite. Donc une rébellion, on va dire. Non, pour l'instant, qu'ils fassent leur petit bazar. Là, j'ai commencé à halluciner, à me dire, ah, ça va, c'est bon, là, ils nous font une blague pour après nous dire la vérité, quoi. Là, et au début, j'ai pensé que c'était une farce. Et puis après, quand j'ai vu Domenech très sérieusement nous expliquer, en lisant un communiqué fait par les joueurs, là, j'ai dit, ben non, c'est vrai, on est toujours dans notre asile. Alors, on a le temps d'entrer dans les détails. On va parler évidemment de la position de Raymond Domenech dans tout cela. On va évoquer également le sort de Jean-Louis Valentin qui donc a claqué la porte avec éclat cet après-midi. On va essayer de savoir comment s'est préparée cette rébellion. Quels sont les leaders de cette rébellion? Parce que contrairement à ce que nous disent les joueurs, vraisemblablement, et on aura des informations tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux, il s'agit seulement d'un petit groupe qui a emmené les autres joueurs derrière lui. Daniel, une première réaction sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On le dit tous les soirs depuis quelques jours, on pensait avoir touché le fond et pourtant les joueurs creusent encore et encore. Non, ça ne sert pas à grand-chose d'en rajouter. J'ai bien aimé, il y a deux mots chez Roland que je vais reprendre quand il parle de responsables et d'irresponsables. Eh bien, il y a des responsables, ça c'est sûr. On va dire c'est l'encadrement et les irresponsables aujourd'hui, ce sont les joueurs. Voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça après tout là? Je pense que c'est pas terminé, il va y en avoir d'autres. Petit à petit, tu vas voir que Roland va me rejoindre en disant qu'ils ne battront pas l'Afrique du Sud. Parce que je pense qu'on n'a pas encore tout vu. C'est sûr que s'ils déclarent forfait. Ah, mais qui sait? Là, une prochaine grève, mais là, comme il y a un problème dans le règlement, je te promets. Si on déclare forfait contre l'Afrique du Sud, je le dis cet après-midi, je le répète, l'Afrique du Sud va pas être contente parce qu'ils ne gagnent que 3-0 avec le forfait. Ils ont besoin d'un 4e but. Comment ça marche? Non, mais ce qu'il y a, c'est que moi maintenant, c'est vrai que je suis impatient. J'attendais cette Coupe du Monde sans espoir. Je l'avais souvent dit. Je sentais ce qui allait se passer. Bon, évidemment pas le bordel actuel. Ça, franchement, c'était imprévisible. Mais j'ai très envie de voir maintenant la suite. J'ai très envie de voir l'intervention du gouvernement parce que forcément on est obligé d'attendre cela maintenant, l'intervention du ministre des Sports, Roselyne Bachelot, et de peut-être la secrétaire d'État au sport qu'on n'entend plus du tout. Ramayad, je crois qu'elle a eu interdiction de parler parce qu'on ne l'entend plus. Quelques informations là-dessus. Et ça, j'attends vraiment que maintenant on intervienne pour tout changer, le mode de gouvernance de la Fédé, qu'on aille vraiment très loin maintenant. Je suis peut-être impatient en vain parce que certains me disent oula, tu espères trop, finalement il va rien se passer et tout. Mais pour l'instant, j'espère encore ça. Quelques informations là-dessus. Nicolas Sarkozy, Info RMC Sport, a téléphoné à Roselyne Bachelot pour lui demander de se rendre demain à Bloemfontein. Bloemfontein, c'est là que l'équipe de France se retrouve demain pour préparer son match d'après-demain. Pour que Roselyne Bachelot rencontre messieurs Jean-Pierre Escalette. Je crois qu'elle a remplacé Domenech. Non. Enfin, à moins qu'il y ait d'autres informations qui arrivent, mais pour que donc Roselyne Bachelot rencontre et Raymond Domenech et Patrice Evra pour tirer cette affaire au clair. Donc au plus haut sommet de l'État, messieurs, on se soucie désormais directement du sort de l'équipe de France. Oui, non, mais attends, parce que contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas que du foot. Voilà, à la Coupe du Monde, tu y vas, c'est également une image de la France qui est en jeu. Et je comprends tout à fait, moi, qu'un gouvernement ne laisse pas passer ce genre de choses. Est-ce que tu te rends compte quand même que c'est une honte pour toute la France dans le monde? Le monde en ce moment, ça peut paraître absolument dérisoire
parce que c'est de la Coupe du Monde de foot, mais beaucoup de gens regardent, les regards convergent vers l'Afrique du Sud et voient aujourd'hui que la France est un pays minable. Le gouvernement est obligé de réagir et probablement de demander à Roselyne Bachelot de faire le grand ménage que nous attendons tous ici. Là, nous devenons des clowns. Alors peut-être qu'on va être embauchés dans les cirques. Vous allez tous faire du cirque après. Dans les cirques des pays étrangers. Et des fois, je me suis en train de me dire, tiens, comme clown, est-ce que je choisirais le clown, tu sais, avec le chapeau dessus, celui qui est le clown sérieux avec les paillettes qui brillent, ou celui qui arrive avec la marguerite et que quand tu l'emmerdes, il appuie, tu te prends l'eau dans la gueule. Je sais pas encore, je sais pas encore quel genre de clown je vais être. J'ai pas encore choisi, on verra plus tard. Alors, je rappelle que nous sommes là jusqu'à minuit sur RMC, sur MSN et exceptionnellement ce soir sur BFM TV également pour décrypter tout ce qui s'est passé. Nous aurons des invités avec nous tout à l'heure. On essaye de joindre notamment Roselyne Bachelot dont on vient de parler, Daniel et Roland. Ça, c'est avec plaisir que j'aimerais beaucoup lui parler. Mais la journée a commencé plus tôt. Avec cette altercation, elle a démarré dès ce matin dans Téléfoot, puisque dans Téléfoot ce matin, Franck Ribéry s'est invité pour venir donner sa version des faits et surtout venir démentir des informations qui circulaient ces dernières heures, notamment d'une autre altercation entre lui, Franck Ribéry, et Yoann Gourcuff qui, selon certains médias, a eu lieu dans l'avion du retour après le match face au Mexique. Ribéry qui est venu ce matin dans Téléfoot, vous avez sans doute vu cette image, messieurs, et qui avait les larmes aux yeux, qui semblait ému et sincère. Était-il sincère ce matin, Ribéry, Daniel et Roland? Pourquoi il ne serait pas à partir du moment où il te dit... Moi, je l'ai senti plutôt sincère. Attendez, on a été nuls. Les mecs, ils nous ont tous pris pour des bidons pendant des semaines à nous raconter n'importe quoi, à nous dire que tout allait bien, à nous dire qu'il n'y avait pas d'embrouille entre machin et machin. Et là, maintenant, le mec, il vient avec la larme dans le coin de l'œil. Et vous êtes en train de fondre comme des midinettes? C'est une blague ou quoi là? Moi, Ribéry peut me raconter ce qu'il veut, je ne le crois pas, je ne le crois plus et je n'en veux plus en équipe de France. Je pense qu'il en a beaucoup trop fait. Et maintenant qu'on essaie de venir me dire oui mais non en fait c'est pas vrai, avec Gourcuff ils s'entendent bien. Non mais vous allez les croire? Après les mois et les mois de mensonges, vous allez croire ce que vient de dire Ribéry? Tout ça parce qu'il s'invite comme ça sur le plateau de Téléfoot? Non mais ça va pas. Et Galas qui fait un doigt d'honneur aux journalistes de TF1. Non mais attendez, oh. Et maintenant il va pas falloir sauver des gens et justement je trouve qu'en ce moment beaucoup essayent d'ouvrir le parapluie, mais non. On va vite le refermer, faut dégager tout le monde, Roland. Faut arrêter de chercher des excuses à certains. Je comprends ce que tu dis. Mais la question de Gilbert, c'est est-ce que Ribéry était sincère ce matin? Quand Ribéry nous dit qu'ils ont été nuls, il était sincère. Ah oui, ça c'est vrai. Là-dessus. Voilà, donc si nous avait dit on n'a pas eu de chance, là on commençait à être inquiet. Mio qui dit je propose qu'à partir de maintenant le jingle officiel de l'équipe de France dans l'after soit le générique des révoltés du Bounty. Mais je l'ai beaucoup entendu ça aujourd'hui. Il faut arrêter avec ça. Les révoltés du Bounty, c'est 2006. Parce que tu as, si tu veux continuer, on va prendre la deuxième version du film, Marlon Brando, c'est Zidane. Tout le monde est derrière lui. Et pour mener la fronde pour écarter, on va dire, le capitaine, le commandant Raymond Domenech. Et tout le monde le suit, lui, et ça donne quelque chose. Mais là, il n'y a rien du tout, ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Oui, ok, on veut plus du commandant, mais il reste quoi sur le bateau? Une tripotée de mecs, ça a ni queue ni tête. C'est pas du tout organisé. Et puis un dernier message. C'est pas du tout les révoltés du Bounty. Le bateau a pris feu, il reste pas avec les vainés sur l'île, là, c'est terminé. Là. Ils se sont refoutus à la flotte, les mecs. Là. Nous, c'est les suicidés du Bounty. Et puis un dernier message de Tony qui lui dit faites gaffe, les gars, Cissé a le plan de la prison tatoué sur lui. Voilà. Alors, tout de même un mot sur Raymond Domenech qui aujourd'hui s'est retrouvé, enfin moi je l'ai ressenti par ses joueurs, puisqu'on le met devant le fait accompli. Tout cela a été prémédité. Les joueurs savaient qu'ils viendraient à l'entraînement depuis hier soir, uniquement pour signer les autographes, que derrière ils regagneraient leur bus. Domenech et son staff n'étaient pas au courant. D'ailleurs il y a eu une engueulade filmée entre Evra et Robert Duverne, le préparateur physique, avant que les joueurs. Oui, d'ailleurs, il ne devait pas savoir que c'était filmé parce qu'il a nié derrière. Il a dit non, il ne s'est rien passé. Oui. Mais Robert, c'est filmé. Ah merde. C'est filmé. Alors, il s'est passé quelque chose. Toi, tu vas encore me dire qu'il faut croire en leur sincérité, Roland. Allez sur le blog de l'After si vous voulez voir cela.
afterfoot.rmc.fr. Et derrière, Domenech se retrouve dans le bus des joueurs avec Alain Bogossian par ailleurs. Et ce n'est pas Evra, ce n'est pas un cadre de l'équipe qui vient lire le communiqué à la presse. C'est Domenech. C'est Raymond Domenech. Il est devenu porte-parole des Bleus, Roland. Les joueurs disent à Domenech, c'est pas nous qui allons y aller, c'est toi Raymond qui va aller expliquer aux gens pourquoi nous on veut pas s'entraîner avec toi. Et pourquoi il accepte un truc pareil? Il n'y a aucune explication. C'est l'humiliation suprême là. J'ai essayé tout l'après-midi, je suis pas arrivé. Je dois fatiguer intellectuellement. Je m'en excuse. Alors attends, moi il y a autre chose auquel j'ai pensé. Je me suis dit, tu as trouvé la question débile. Je suis désolé, mais tu l'as entendu le communiqué? Oui, bien sûr. Ok, qui l'a écrit? Bonne question. Qui l'a écrit? Ribéry. Non, mais soyons sérieux. Qui l'a écrit? Vous l'avez entendu. Vous avez entendu les mots qui sont employés. Oui. Donc si c'est une mutinerie, si on en veut à la Fédé, eh ben il y a un problème parce que déjà il y a un mec de la Fédé qui a écrit pour eux. Pourquoi, tu penses que les gens ne sont pas capables de rédiger un communiqué clairement en français? Non, attends. Va au bout de ta pensée. Tu l'as entendu le communiqué? Oui, je l'ai entendu. Oui, je pense que les joueurs ne sont absolument pas capables d'écrire un communiqué qui a cette tournure-là, qui est très, si tu as entendu les termes, surtout à la fin, nous pensons aux enfants, machin. C'est réfléchi, c'est tout à fait un mec de la com qui l'a fait. Gilbert, la lettre d'Eto à Mila, tu penses que c'est Samuel qui l'a écrit? Non, mais il est tout à fait possible également que quelqu'un les ait aidés, même la veille ou le matin même, à rédiger ce communiqué et qu'il ne soit pas forcément quelqu'un de la Fédé. Ou pas. Bah qui alors? Bon, enfin écoute. Mais c'est tout à fait les termes fédéraux dans la façon dont c'est construit. Mais ça a pu être tu sais très bien que les joueurs n'ont pas écrit ça. Mais non, mais. Voyons. Daniel, à partir du moment où c'est fait la veille, il y a des téléphones qui marchent, il y a Internet, il y a un projet qui est fait par un avocat d'un des joueurs et qui a pu si le c'est fait la veille comme ça. Oui. Après, l'autre chose, j'ai pas compris, c'est s'il décidé la veille, il pouvait faire ça à l'hôtel plutôt que d'aller s'enfermer dans un bus. Mais non, mais il voulait piéger le boss. La mise en scène était importante. Il y a des choses qui m'échappent encore. Il y a eu une vraie mise en scène et là-dessus les joueurs. Toi, tu crois qu'il n'y a pas de stratégie, toi? Mais là-dessus, c'est dans les masques qu'il n'y a pas de stratégie. Sinon, dans la semaine, tu rigoles. Aujourd'hui, ils viennent serrer la main des gens. Ils se sont foutus de la gueule du public, mais ils viennent quand même serrer la main, signer les autographes. Derrière, il y a Evra qui s'embrouille avec Duverne. Duverne dit que c'est pas vrai, alors qu'on a les images où c'est quand même chaud. Tu as vu comme moi la façon dont Duverne s'adresse à lui et tout ça. Franchement, ils ont l'air d'être tout prêts d'en venir en main. Mais messieurs. Tout cela a été prémédité. Tout cela a été prémédité. Et d'ailleurs là, il y a une limite claire au discours des joueurs qui eux critiquent les médias en permanence et qui là finalement se sont servis d'eux avec cette mise en scène. Ils savaient pertinemment qu'il y avait des caméras, qu'il y avait tous les journalistes qui étaient présents, Roland et Daniel, et que tout cela allait être filmé. Évidemment qu'ils le savaient. Aujourd'hui, les mecs de tous les côtés cherchent à s'en sortir. Ils cherchent à s'en sortir, à se protéger, parce que beaucoup se demandent même si derrière leur carrière va pas en souffrir. Est-ce qu'ils vont pouvoir reporter le maillot bleu? Est-ce qu'en club ils vont se faire siffler à droite à gauche ou traiter de guignol? Donc je crois là que les joueurs maintenant vont opter pour une stratégie qui est si on a fait ça, si on en est arrivé à ça, c'est à cause de Raymond. Je pense que les joueurs vont le lâcher, mais ils vont carrément l'enfoncer. C'est fait là. Ouais, mais je pense que ça va aller encore plus loin. Je pense qu'ils vont le démonter, ils vont démonter la Fédé, ils vont dire sinon on a été aussi mauvais, c'est à cause des gens de la Fédé. Ils vont chercher à se protéger. Tout le monde va se protéger de la même façon. Le DTN va se protéger. Le président de la Fédé, lui, va pas chercher à se protéger parce que tu as l'impression qu'il est tombé de la lumière. Le pauvre, il comprend rien, n'a rien. Il va démissionner, il va même pas comprendre qu'il a démissionné, le pauvre. Le Conseil fédéral va exploser, il va encore se demander ce qui s'est passé. Mais voilà, on est aujourd'hui comme si tu es dans une guerre et chacun cherche Daniel, où est l'abri, quoi. Tout à l'heure, on tentera aussi dans l'after d'être un peu force de proposition, d'essayer de voir quel peut être l'avenir. Je cherche le bon président de Fédé, moi, depuis hier, mais à chaque fois, c'est toujours le même nom qui revient, mais il veut pas y aller. Donc. Jean-Michel Larquet? Je vois que lui, parce qu'il faut connaître un peu, il faut avoir ce lien entre le foot amateur, connaître comment tout marche à l'intérieur. C'est pas évident de trouver qui peut être le président. Oui, je rappelle juste que Jean-Michel, que l'on connaît bien sur RMC, est président d'un district. C'est-à-dire les districts qui gèrent les footballs au niveau départemental. Voilà. Il est président du district des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Michel Larquet. Donc, il est déjà à l'intérieur du système, en quelque sorte. Dans le communiqué qu'a lu Raymond Domenech, dont rédigé par les joueurs ou pas, enfin on ne sait pas trop par qui, mais enfin, ils disent que tous les joueurs, sans exception, n'acceptent pas l'exclusion de Nicolas Anelka. Ça, c'est du flanc total, messieurs. Mais c'est du flanc total. T'as encore à dire que c'est... Rappelons-le. Je ne crois à rien dans toute cette mascarade. Que ceux qui ont emmené derrière eux tous les autres sont les leaders, sont Evra, Gallas, Ribéry, peut-être Abidal, et paraît-il, certainement, oui. Et paraît-il également certains nouveaux venus.
Ah oui. Comme par exemple Valbuena, qui vraisemblablement se rangerait également de façon un peu automatique derrière la vie. Ça m'étonne pas qu'il soit allé dans le camp des costauds. RMC, l'after Coupe du Monde, Gilbert Bribois. On démarre tout de suite le débat sur ce Brésil-Côte d'Ivoire. Jean-Michel, as-tu vu un beau spectacle? En tout cas, nous, devant la télé, on s'est régalé. J'ai vu déjà 4 buts, ce qui n'est pas chose fréquente dans cette Coupe du Monde. Dans un match, ou peut-être un match nul arrangé, notamment la Côte d'Ivoire. J'ai vu des belles choses de la part des Brésiliens, un semblant de rébellion de la part de la Côte d'Ivoire, et j'ai vu un trio arbitral français en grande difficulté. Voilà, si tu veux, résumer le match Brésil-Côte d'Ivoire avec des Brésiliens quasiment qualifiés pour les 8e de finale. Oui, l'arbitre central était Stéphane Lanois, qui a expulsé Kaka. Expulsion justifiée ou pas, messieurs? Absolument injustifiée. Injustifiée. Celui qui devait être scandaleuse. Sorti. Elle est scandaleuse. Celui qui devait être sorti une première fois pour une semelle s'appelle Keita. Voilà, une seconde fois pour simulation s'appelle Keita. Donc il devait prendre 2 cartons rouges. Il pouvait prendre 2 cartons rouges dans ce match, Keita. C'est l'éternel problème. L'arbitre, je ne suis pas là pour le défendre parce que c'est notre arbitre français. Mais s'il la voit pas, cette action-là, derrière ça, il est cuit. Il peut uniquement qu'envisager qu'il se soit peut-être passé ça, il est piégé. Non, mais on n'enfonce pas. La loi quand même. Il se trompe sur le but de Luis Fabiano. Voilà, il se trompe sur le tacle de Keita, il doit prendre rouge direct. Là, il apprécie très mal la situation et je pense qu'il est aidé sur le coup par son arbitre assistant et il apprécie très très mal l'énorme simulation donc désormais ce sera son surnom en ce qui me concerne, la garce Kader Keita, qui de toute façon ne m'enflammait pas quand il était à Lyon, souvenez-vous, c'est déjà un joueur que je trouvais mais totalement surfait, voire bidon, donc c'est confirmé ce soir. Donc Lanois est complètement passé au travers parce que l'arbitrage dans une Coupe du Monde c'est aussi une compétition, Roland, dont on parle un petit peu moins, mais les mecs souvent, tu sais, quand ils terminent le match, ils sont là, ils serrent le point, j'ai fait un bon arbitrage, je suis pas passé au travers, j'ai été bon, j'ai pas été bon, et un match comme ça pour Lanois, c'est au revoir tout le monde. Ah oui, adieu Bert. Oui, là c'est mais c'est vrai que c'est un arbitrage malheureux, c'est vrai. Il a fait 2 matchs, je pense que le 3e il aura du mal à être désigné. Mais cela dit, pour le Brésil. Pour le Brésil, un Brésil quand même en net regain de forme, Brésil d'abord qui a testé la Côte d'Ivoire et puis ça s'est mis en marche tout doucement. Le premier but est superbe. On a revu un tout petit peu Kaka, pas encore le grand, mais on l'a revu un petit peu. Par contre, défensivement et au milieu de terrain, j'ai trouvé même que Felipe Melo et Gilberto Silva, ça l'était beaucoup mieux sorti. Ouais, on a l'impression que ça monte vraiment en puissance, que la progression est là, quoi. C'est à l'image, coach et Daniel, c'est à l'image des nations américaines, sud, centre et nord-américaines. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un football africain qui stagne ou qui régresse, un football asiatique plutôt en progrès. Je pense qu'il y aura au moins une équipe asiatique en 8e de finale. Je l'espère en tout cas. Soit le Japon, soit la Corée du Sud. Des équipes européennes en grande difficulté. Oui, on va peut-être attendre pour là-dessus parce que les Pays-Bas sont bien. L'Espagne, on va voir demain s'ils rectifient. Ouais. Et le Paraguay est là, l'Uruguay est là, le Brésil est là, l'Argentine est là. Et le Mexique. Le Mexique est là, les États-Unis sont pas mal. Le Chili, on va attendre. Ils ont ils pourraient faire un carton plein pour les 8e. Ils pourraient occuper les 8e. Attention, ça pour ce qui est du Brésil, Jean-Michel, en amélioration, Kaka, ok. Fabiano, même si son 2e but est entaché d'une main, le premier but est magnifique. Donc là, ça lui redonne une certaine confiance. Rajouter à Robinho, ça fait un trio quand même qui est un trio intéressant. Je l'ai bien aimé dans ce match-là. Je l'ai bien aimé. Disponible. J'ai bien aimé le Robinho de ce soir. Un mot sur l'Italie, messieurs. L'Italie pas capable de battre la Nouvelle-Zélande ce soir, cet après-midi. La plus faible du tournoi. La Nouvelle-Zélande. C'est vraiment bidon.
C'est valeureux. Alors, comment expliquer ça cette met du cœur, ça met tout contre-performance ce que tu veux, mais au niveau du foot, waouh. Il y a un tir croisé à la fin. Ouais, qui aurait pu donner la victoire à la Nouvelle-Zélande. Non, c'est assez terrible parce que je vois pas vraiment de jeu. Je vois pas côté grand-chose. italien, j'ai du mal à voir ce qui pourrait faire que ça s'améliore. Ce qui est complètement dingue, c'est d'envisager que même avec un nul dans le dernier match, ils peuvent se qualifier. Ouais. C'est un truc de fou. Après, en 8e, dans ces cas-là, ils jouent les Pays-Bas et là, je pense que les Pays-Bas peuvent être assez tranquilles. Je sais pas, je vois le pas. Le gardien remplaçant de Buffon. Non, ça, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Juste un point sur le groupe, messieurs. Le Paraguay est bien parti puisque donc le Paraguay sera premier, ça va jouer pour la deuxième place. Mais l'Italie 2 points. Et la Nouvelle-Zélande 2 points. L'Italie battant la Slovaquie, ça passe. Le match nul, ça peut passer aussi. Pour faire quoi derrière? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a vu? Pas grand-chose. Ça manque de joueurs qui font la différence. C'est assez homogène dans quelque chose de moyen. Bon, on avait vu un Pépé qui était bon au premier match, mais tu pouvais pas en faire une vedette parce que ça reste quand même un joueur de championnat pas mauvais, mais enfin pas extra non plus. Là aujourd'hui, bien plus discret. Montolivo, je l'ai trouvé meilleur que dans le premier match. Alors est-ce que si Pirlo revient en 8e, ça peut tout changer? Je sais pas si un seul joueur peut vraiment tout changer. On peut toujours chercher les améliorations. Di Natale, dès le début de la partie, je pense que ça aurait été mieux. Non, j'ai l'impression tout simplement que tu n'es pas champion tous les 4 ans et que les Italiens devront attendre avant de briller à nouveau en grande compétition. Tu ne fais plus des Italiens les favoris au titre, Roland? Je pense pas qu'il en a jamais fait. C'est vrai que tu l'as jamais fait. Non. Donc mais de toute façon, j'ai dit qu'ils peuvent faire une bonne Coupe du Monde, mais pas aller au bout. Je ne les vois pas dans les 4 dernières équipes. Ah non, moi au max, je les voyais en quart. Et là, s'ils terminent deuxième du groupe, contre les Pays-Bas, ça va être un peu compliqué quand même. Tout de suite l'Espagne, parce que l'Espagne, on l'a dit avant la Coupe du Monde, et on l'a dit même après le match face à la Suisse, c'est le favori numéro 1 sans doute au Mondial cette année. Fred, t'es soulagé, non? Ouais, je suis soulagé parce que je trouve que ça évolue bien. Villa qui n'apparaissait pas depuis plusieurs semaines, tant avec Valence qu'avec la sélection espagnole, là, assez bien réveillé. Tu as vu Jean-Michel que même quand il part du côté gauche, il n'est pas si mal que ça. Il a même été très bon, lui. Lui a été très bon. C'est une alternative parce que là, non? Le premier but est magnifique. C'est le plus beau depuis le début. C'est le mondial, je pense. Ouais, pour l'instant. Il se le paye tout seul. Ah oui, ça oui, là-dessus. Il se le pèle tout seul. C'est vrai que Torres, peut être un peu déçu, mais je pense que Torres sera valide entre guillemets à partir du 8e au Dakar parce qu'il a un manque de rythme terrible. À la sortie de ce match, eu égard aux occasions manquées, il peut être quand même meilleur buteur du mondial. Fernando Torres. Ah oui, avec les occasions qu'il a eues. David aussi. Hein. Ouais, mais on sent qu'il a une classe folle, mais là il est pas dans le rythme, il est pas encore dans le coup. Je répète, il s'est fait opérer du ménisque il y a 6 semaines. Avant ce match, il avait joué 20 minutes contre la Suisse. Alors on voit qu'il est pas bien. Voilà, donc ça, je veux dire, je pense qu'on peut pas mettre en doute le talent de ce joueur qui avait, je vous le rappelle, marqué il y a 2 ans le but de la finale gagné par l'Espagne. On ne l'a pas oublié, Fred, on l'a pas oublié. Donc je pense que moi j'ai du mal depuis qu'il est devenu rouquin, là, ça me fait bizarre. Peut-être que ça te rappelle le staff de l'équipe de France. Ah, peut-être, ouais. Mais les bonnes nouvelles, c'est Busquets à la récupération. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je l'ai trouvé très bien, même s'il n'y avait pas une énorme pression du côté du Honduras. Sergio Ramos qui a beaucoup apporté sur son côté droit. Capdevila, je suis vraiment déçu. Moi, je pense que mon copain Arbeloa devrait jouer à sa place. Je trouve qu'il apporte très très peu. Arbeloa, c'est ton copain? Ouais, c'est un bon pote. C'est vraiment un mec bien. C'est pour ça qu'il faut qu'il joue. Arbeloa, il paye à boire, le resto, c'est quoi l'histoire? Mine de rien, vu la difficulté de ce groupe contre le Chili, ce sera pas simple et pas gagné du tout. L'Espagne doit absolument gagner. Bon, ils ont fait le compte aujourd'hui, ils auraient pu en mettre plein, mais deux ça suffisait. Le nul suffira pas. Enfin, si on considère que la Suisse va quand même battre le Honduras. Si, le nul suffirait puisque le Chili n'a marqué que 2 buts. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fred? Si la Suisse bat le Honduras, ils auront 6 points. Non, tu as raison. Voilà. Tu es mort. Ah oui, bien sûr. Donc en fait, la situation préférentielle pour l'instant, c'est celle de la Suisse qui sait exactement ce qu'elle a à faire, à savoir battre le Honduras 2-0. Eux, ça leur va bien comme ça. De l'autre côté, il peut y avoir un des deux qui joue le mieux dans ce groupe sur le carreau. Et sur l'Espagne que je vois là, alors, sauf à considérer que ils étaient pas efficaces au premier match, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas non plus efficaces ce soir parce qu'ils en mettent 2, mais ils peuvent en mettre 6, donc c'est mieux.
Donc si on considère qu'ils vont progresser, ils vont battre le Chili, mais ils doivent absolument battre le Chili. Et moi, sur ce que je vois du Chili, c'est pas simple. Et comme le Chili aussi a beaucoup vendangé aujourd'hui. Jean-Michel. Non, je dis battre le Chili pour l'Espagne sur ce qu'on a vu sur les 2 premiers matchs, c'est pas couru d'avance. Mais je suis d'accord avec toi. Les gars, prenons l'avis de Roland qui ne s'est pas encore exprimé. Elle est première du groupe. Non, mais le Chili peut être éliminé que 6 points. Oui, non, mais de toute façon, il risque d'y avoir. On l'avait dit dès la première journée que dans ce groupe, on peut avoir 3 équipes à 6 points. Et le Chili, qui a énormément vendangé cet après-midi, c'est absolument dingue les occasions qu'ils ont ratées. C'est ça. Eux, en revanche, qui n'ont marqué que 2 buts, alors que c'est l'équipe qui a fait la plus forte impression dans ce groupe. Je trouve qu'actuellement, là, ce soir, c'est la moins bien placée. Mais tu sais, tu dis 2-0 pour la Suisse. Paradoxalement, 1-0 peut suffire. Parce que la différence de but du Chili est de plus 2. Oui, si l'Espagne en met. Si l'Espagne gagne 1-0. Disons que c'est le moins bien placé. Ils peuvent se retrouver dans une situation favorable contre l'Espagne. Un match nul leur suffit, alors que les Espagnols, non. Roland, Jean-Michel, vous miseriez sur quelles équipes là, dans ce groupe là, pour la qualif? Roland d'abord. Espagne-Suisse. Jean-Michel? Je vais faire le gros cote et dire le contraire de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je vais dire Chili-Suisse. Oh, Jean-Michel. Mais tu sais, c'est pas si énorme parce que comme je le disais, envisager un nul entre l'Espagne et le Chili. Je crois que tu as mis un coup de massue dans la tête de Fred Hermel. Imaginez un match nul entre l'Espagne et le Chili, c'est pas aberrant. Et envisager la victoire de la Suisse contre le Honduras non plus. Est-ce que c'est totalement idiot ce que je dis? Non, pas du tout. Ah ben attends, les équipes qui font match nul, c'est pas tous des matchs arrangés, les nuls. Malouda effectivement ferait partie du groupe qui a décidé le boycott. Dans ce groupe, un tout petit groupe de joueurs finalement sur les 22 qui sont les cadres qui sont en fait qui tirent les autres vers le haut. Les noms sont clairs, messieurs. Evra, Abidal, Gallas, Malouda. Et on évoque même Ribéry, et on évoque même un 6e assez étonnant qui serait Planus. Oui. Alors bon, ça j'ai entendu ce nom. Et ça, j'avoue, je comprends. Le gars, il vient à peine d'arriver, il se met déjà dans les histoires de merde. Voilà, alors. Mais là, j'avoue, c'est un peu compliqué. Ces 6-là seraient donc les initiateurs du boycott. Après, en adjoint, il y a Valbuena qui traîne un peu autour. Et en gros, les autres ont suivi. Ils portent les ballons. Les autres ont suivi, Roland. Quand tu entends ça, enfin, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça confirme ce que l'on dit depuis hier soir, quelque part. C'est que la solidarité affichée par les joueurs n'est qu'une solidarité de façade, en fait. Je n'ai jamais connu, depuis plus de 30 ans, un groupe de 25 à 30 joueurs, je vais dire, allez, de 25, même si vous voulez, de 23, où il n'y a pas 3 ou 4 emmerdeurs que tu dois gérer. De 2 choses l'une, tu les gères avec de la patience, s'ils sont talentueux au point de te faire gagner. Et quand tu as la chance d'être sélectionneur, tu te retrouves pas comme dans un club avec des obligations des fois contractuelles de te farcir 2-3 emmerdeurs qui sont encore sous contrat. Là, tu choisis. Si tu n'es pas capable, depuis 6 ans, de connaître ceux qui pourraient te pourrir l'atmosphère et que tu les prends quand même, qu'est-ce que tu veux après, que je m'apitoie? J'ai une deuxième prétention, c'est de connaître la plupart de ces joueurs. Alors vous allez me parler de Mutin, donc je vais voir les gars avec la tête de Mutin, avec le comportement de Mutin et avec la réputation de Mutin. Alors que toute la liste que je vais vous donner, et je vais arriver à 18 ou à 19, pour moi ils sont exemplaires dans leur club. Ce sont des garçons qui sont exemplaires professionnellement, on loue leur professionnalisme et ils s'appellent Loris, on est d'accord? Malouda, on est d'accord? Mandanda, on est d'accord? Il a une tête de tueur, Mandanda. Je penserais plutôt à un nounours. Réveillé, c'est un fouteur de merde, non? Bon, alors, ensuite, Schilacci. Ok, Planus. Ah bah, on sait pas. Alors, point d'interrogation sur Planus, qui a la réputation à Bordeaux d'être le brave mec et le gendre pour tous les beaux-pères. Non, maintenant, c'est devenu une tête de con. Allez, on continue. Clichy, ça a l'air d'un mutin, non? Ok. Alou Diarra, capitaine de Bordeaux, c'est un casse-couille, non? Gourcuff, il a vraiment une tête de voyou, hein? Non, c'est un voyou, Gourcuff, hein? Ouais. C'est bien connu. Mais Roland, non, mais laissez-moi terminer. Non, mais... on n'est pas à la télé, on est à la radio, on a un peu de temps. On est aussi à la télé, là. Mais c'est pas grave. Ouais, vas-y. On continue, je continue à faire le détective et je cherche les mutins. Hein? J'en arrive. Diaby, c'était un mutin, non? Point d'interrogation.
Point d'interrogation. C'est un mutin. Okay. Point d'interrogation. Djibril Cissé, c'est un emmerdeur. Hein. Oui. Bien sûr. Ah bah, tu te poses la question, on peut te répondre. Moi, je dis oui. Valbuena, n'importe quel metteur en scène. Oui. C'est Pecci, Valbuena. Hein. C'est Joe Pecci dans le casino. Moi, je dis oui, moi. D'accord. Ok. Malouda, donc c'est un emmerdeur aussi. Oui. D'accord. Gignac aussi. Oui. 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 Donc, finalement. Tous ces joueurs-là. Eh ben, je te signale que dans ta liste, moi je la refais à l'envers. Et tu vas voir qu'on va presque arriver à 10 dans les footeurs de merde. Eh ben non, moi je vais trouver 18 braves mecs. Je vais trouver 18 gars qui sont exemplaires dans leur club. Et bizarrement, là ils arrivent en équipe de France et ça devient des mutins. Eh ben alors moi je vais te dire, je suis pas d'accord avec ton raisonnement. Parce que ton raisonnement, et je sais où tu vas en venir, c'est qu'en fait tu veux tout mettre et. Tu sais à quel point je n'aime pas Raymond Domenech, mais tu veux tout lui mettre sur le dos. Non, pas du tout. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Depuis 48 heures, tu m'excuseras, depuis 48 heures, cette histoire qu'un sélectionneur, c'est-à-dire un patron, un chef, arrive à lire le communiqué de mutin en ne remontant pas après dans le quart parce qu'on lui interdit. Et en expliquant que elle a l'air de dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces ingérables. Le communiqué, c'est lui qui a demandé. Je te le dis, je ne fais pas le malin parce qu'en français, je peux faire même des fautes de conjugaison. Pour moi, quand on me dit que ces gens-là sont ingérables, je te réponds, ils sont ingérés. C'est mon point de vue. Donc après, c'est pas parce que tu n'es pas d'accord que tu as obligatoirement raison. Et que moi, j'ai obligatoirement tort. Comme tu le dis avec force et avec emphase, je te dis que pour moi, il y a eu des erreurs qui sont monumentales depuis le début, et je pense avoir été l'un des premiers à le dire, dans tout ce qui est de la gestion de la Fédé et du sélectionneur, mais que je te dis depuis des années qu'il y a des joueurs en France qui sont absolument ingérables, qui sont des casse-burnes, comme tu les as appelés tout à l'heure, et qui, partout où ils sont, créent toujours des problèmes. Un Ribéry est ingérable, et encore, heureusement qu'on n'a pas pris Benzema pour aller avec. Je les connais, ces joueurs-là, si je suis sélectionneur. Je ne les prends pas. Si je n'arrive pas à les gérer, je ne les prends pas. Ah bon, Roland ? Oui. Ah bon. Alors combien comme toi sont allés se plaindre parce que Benzema était pas là, et si Ribéry avait pas été dans le groupe, t'aurais été dire oh mais pourquoi il est pas là Ribéry ? Moi j'aurais réussi à le gérer. Il se trouve qu'il y a un sélectionneur qui a été choisi. C'est une succession de fautes, Roland. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Non mais ne loupe personne, n'exonère personne. C'est ça que je veux moi. J'exonère personne, sauf si peut-être tu as l'air de vouloir excuser les joueurs. Non. Je ne veux pas que ce soit maintenant devenu eux les seuls fautifs. Ou alors je me suis mal exprimé. Parce que depuis 48 heures, c'est une bande de mutins, alors que pour moi, c'est un groupe, un troupeau sans berger, des gars qui sont là, qui savent plus ce qu'ils font. Tu penses pas que je vais les féliciter de ne pas s'entraîner et de faire la grève? Je dis que c'est inadmissible. Mais que l'on puisse en arriver là, je dis que c'est tout simplement parce que ces joueurs-là ne sont pas gérés. Alors, je vous ai donné le noyau de leaders qui a décidé du boycott en donnant les noms il y a quelques minutes, et ça a provoqué un débat enflammé, vous l'avez entendu. Confirmation, j'ai tout ça sur cette feuille, qu'en dehors des joueurs, personne, évidemment, ne savait qu'il y avait eu cette décision du groupe de leaders de boycotter l'entraînement. Domenech l'a appris sur place. À la Fédé, on s'est étonné en disant les joueurs ont sorti un papier écrit sans faute d'orthographe, donc c'est pas eux qui l'ont écrit. Voilà comment on a raisonné la Fédération française de football. C'est ce que je t'ai dit hier soir. Je te donne le raisonnement. Tu l'as dit, mais t'avais l'air étonné quand je t'ai dit mais qui l'aura écrit. Et on a même dit hier soir que ça devait être l'avocat d'un des joueurs. C'est l'avocat d'un joueur qui l'a fait par téléphone, je te le confirme. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de prendre un détective. Tu vois le mot inhérent. Est-ce qu'il y a un joueur Mais je l'ai dit hier soir, vous aviez l'air pas d'accord avec moi quand je l'ai dit. Tu fais écrire inhérent à Ribéry, mais un H2Y. Enfin. Mais non, il l'utilise carrément pas. Les gars, juste la suite, parce qu'on a quelques petites infos sur ce qui s'est passé dans le bus. Et ça n'empêche pas que c'est un grand joueur. La petite réunion dans le bus qui a duré près de 3/4 d'heure. Non, c'est pas un grand joueur. S'il vous plaît, il y avait Domenech, il y avait également Bogossian. Attitude assez étonnante de certains des leaders du groupe, pendant que Domenech tentait de parlementer avec les joueurs pour leur dire non, revenez sur votre décision, venez faire l'entraînement. Il se trouve, selon nos envoyés spéciaux, que Gallas, par exemple, était tout au fond du bus, affalé sur son siège, l'air désinvolte, donc en gros pas très intéressé par ce qui se passe. Thierry Henry est resté totalement silencieux.
il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas donné son point de vue, il n'a absolument rien dit. Voilà ce qu'on nous rapporte pendant cette... La position de Thierry Henry, c'est démerde-toi. Pendant cette réunion. Un mot sur l'ami Jean-Louis Valentin. Jean-Louis Valentin qui a claqué la porte avec éclat hier. En fait, pour lui, tout cela était la goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit, puisque ces derniers jours, il recevait tous les jours des coups de fil du ministère, tous les jours des coups de fil de l'Elysée. Il a dû gérer des demandes d'invitation au dernier moment, plus tous les problèmes liés aux joueurs à Domenech. En gros, il a craqué, il a dit maintenant, faites sans moi, je me tire, il y en a marre. D'ailleurs, il est dans l'avion à l'heure où nous parlons pour rentrer à Paris. Donc voilà les dernières informations qu'on a. On va voir prochainement avec nous, tout nous raconter. Pendant le dîner hier soir, Djibril Cissé serait également allé voir Domenech en pleurs. Donc suite à ce qui s'est passé cet après-midi, voilà une autre information de nos envoyés spéciaux sur place. On va pouvoir en débattre. Bon, alors, quelque part, peut-être qu'ils ne sont pas exonérés de toute responsabilité, mais peut-être que celui qui les dirige n'a pas tout à fait le charisme d'un Van Gaal, d'un Mourinho, d'un Beppe Guardiola ou d'un Laurent Blanc. C'est tout. Roland ? Attends, j'ai l'impression de m'entendre. Tu veux que je débatte contre moi ? Et je ne les excuse pas. Je ne les excuse pas. Voilà. Pour moi, quelqu'un de sensé par rapport à tout ce qui s'est passé ne peut souhaiter qu'une chose, c'est que la France dégage. Première chose. Je n'avais pas compris. Ce que tu souhaites, pas ce qui risque de se passer. Et totalement de ce qui va se passer sur le terrain demain. C'est le minimum de décence si on aime l'équipe de France, si on aime son pays, qui est la risée du monde en ce moment. C'est très vite que tout le monde dégage. Ne serait-ce qu'évoquer une pointe d'espoir de qualification des Bleus, je trouve que c'est insultant par rapport au jeu, à l'histoire de ce sport, à l'histoire de l'équipe de France et à tous les autres pays qui participent à cette Coupe du Monde. L'avis de Rémi Lacombe sur la question. J'ai l'impression que pour la première fois dans l'histoire de l'équipe de France, il y aura demain après-midi une majorité de Français qui sera pour l'adversaire. Parce que c'est vrai, je suis d'accord avec ce que dit Daniel, on n'a qu'une envie aujourd'hui, c'est que ces joueurs-là, cette équipe-là, ce sélectionneur-là disparaissent de nos écrans, qu'on les voit plus, qu'ils partent en vacances à l'autre bout du monde, qu'on les oublie pendant plusieurs semaines. Je ne comprends même pas qu'on puisse penser le contraire de ça par rapport à toute la honte. Et j'aimerais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. D'abord savoir si Roland est d'accord avec ce que vous avez dit. Non, pour moi, je suis bêtement pas d'accord. Pour moi, arriver, évidemment, sur des choses graves, je te dis pas. Mais quand tu me demandes la responsabilité dans des parents ou dans des enfants, quand les enfants font des conneries, dans un premier temps, je m'en prends aux parents. Vous vous en prenez aux enfants. Alors, développe le problème, ta théorie sur les enfants. Le problème, les joueurs. Ce ne sont pas des enfants. Le problème, c'est que ce sont des adultes responsables. Écoute-moi. Non, mais écoute-moi. Non, mais c'est pas que je me laisse parler. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des grands enfants. Tu vas avoir le temps. Ce sont des adultes responsables. Et votre façon, à toi et à Jean-Michel tout à l'heure, de déresponsabiliser ces hommes comme vous l'avez fait, moi j'ai une gêne profonde. Quand vous avez fait votre liste, ce sont des embrouilleurs ou pas des embrouilleurs. En club, comment ils se comportent, comment ils se comportent pas. Comme par hasard, ceux qui sont dans le championnat de France se comportent pas bien. Parce qu'on sait qu'on a un mode de gouvernance dans le football français qui est pathétique. Et les mêmes idiots là dont vous parlez là, quand ils arrivent dans un club à l'étranger, ils s'écrasent. Et puis d'un coup, ils donnent la leçon. Ah, mais en France, on s'entraînait pas de la même façon. Oh, ici, vraiment, on bosse. Hein. Eh ouais, le chèque, il est plus gros. Alors, ils se bougent le cul, les messieurs. Les irresponsables, comme vous dites, parce que ce sont de grands enfants. Non, ce ne sont pas des gars bien. Oui, il faut tourner la page et plus jamais en entendre parler. Et espérer, comme vous le semblez l'espérer, qu'on va pouvoir en récupérer quelques-uns là-dedans. C'est à la limite également de l'indécence, ça. Très honnêtement, parce que ce groupe, il est de toute façon gangréné. Et quand il y a la gangrène, on coupe. Ces gars-là, les revoir en équipe de France. Mais qu'est-ce que vous croyez? Donc là, tu fais quoi, que quand ils vont aller en équipe de France... Tu mets l'équipe de France espoir à partir du mois d'août, là? Il y a plein de joueurs en Ligue 1 qui peuvent très bien porter ce maillot en étant moins honteux que ceux qui ont été là. Je suis désolé, mais Stade de France, premier match de qualif, Ribéry sur le terrain, sifflé par le Stade de France. Sifflé. Galas, bon, peut-être il ne reviendra pas, lui. Là, Malouda, sifflé. Tu veux dire premier match de qualif en septembre, là? Oui, ils seront sifflés partout, ces gangrénés. Mais rendez-vous compte de ce que pensent les Français. Sortez, écoutez les gens. On s'en fout de cette équipe de France. On veut plus en entendre parler. C'est terminé, c'est terminé. Rémi? Moi, dans ce qui s'est passé hier...
Dans ce qui s'est passé hier au niveau des joueurs, moi j'ai vu de l'imbécilité, j'ai vu de la lâcheté et j'ai vu de la faiblesse. Et tu évoques le boycott là. L'imbécilité, c'est les 4 ou 5 meneurs qui ont pondu ce communiqué et qui ont appelé au boycott. La lâcheté, c'est les mêmes qui n'ont pas été foutus d'assumer leur décision et d'aller lire ce communiqué devant les journalistes. Et la faiblesse, c'est quand même les 17 ou 18 autres. Il n'y en a pas un là qui a eu le courage de se lever et de dire « moi je ne suis pas d'accord ». Je suis persuadé que s'il y en a un qui se lève et qui dit ça, il y a les autres qui embrayent derrière. Donc là, c'est quand même de la faiblesse. Là, par contre, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec eux et que je les traite d'idiots. Mais pour moi, les traiter d'idiots et condamner 18 joueurs qui sont des braves gars et qui sont pris dans cet engrenage, et que c'est vrai, tu as raison, ils ont fait preuve de faiblesse et de timidité, eh bien on va voir, on verra, on aura l'occasion, ce soir je note tout ce que tu dis et je suis très content que tu te sois fait applaudir, je t'ai même applaudi moi. Mais dans quelques semaines, si ces 18 idiots sont bons sur un terrain de football parce qu'ils sont bien gérés, t'inquiète pas, j'ai quand même quelques qualités et notamment j'ai de la mémoire. Eh ben tu auras de la mémoire, tu verras ce que les Français diront. Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. On n'en veut plus. Parce que toi, si Ribéry, dans 6 mois, il revient, tu seras le premier à l'applaudir. Après, ce qu'il a fait, c'est une honte. Il ne doit plus jamais revenir. Et lui, et ni les autres, ni les lâches. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais attends, il y a un truc que je comprends pas, Roland. Tu l'adores, cette équipe de France. Tu dis toujours que tu es chauvin. Tu adores ce maillot bleu, machin. Mais aime la nouvelle, celle qui sera nettoyée de tous ces mecs-là. Je serai le premier à la soutenir avec toi. Alors, je te pose une question, parce que c'est vrai que j'ai l'impression de perdre le fil. Qu'est-ce qu'a fait Ribéry? Pardon? Qu'est-ce qu'a fait Ribéry? Oui. Alors, depuis 1 an, il fait chier tout le monde avec son positionnement. Il n'est pas bon sur le terrain, et quand il arrive dans le groupe, il a pourri tout le groupe, au point qu'on a été obligé de virer Benzema, son pote, parce que quand ils sont tous les deux, c'est ingérable. Ensuite, il s'est pris la tête avec Gourcuff au point de le faire passer pour le dernier des clampins, à tout faire pour lui pourrir la situation. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il fait partie du groupe des meneurs qui ont pas voulu s'entraîner et qui sont au cœur de toute cette merde. Plus que ça, excuse-moi, je vois pas ce qu'il peut faire plus que ça. D'accord. Et la question que je te pose, c'était pas un piège, c'était. Ah bah là, tu vas avoir du mal. Hein. Mais non. Vas-y. Et est-ce qu'on l'aurait pas laissé faire ça? Mais je m'en fous, c'est un être responsable, un adulte. Il nous reste une petite minute. Comment tu dis qu'il fait, Patrice Evra, quand il est concentré, qu'il parle sérieusement là? Quand il commence à froncer les sourcils, à faire l'air méchant et à se faire 2-3 rides là dans le front, aïe, la connerie qui va sortir, et il la sort encore plus grosse que ce que je pensais. Alors, mais tu sais qu'à cause de toi, je l'ai regardé l'autre fois et j'étais braqué là-dessus. Je regardais plus que les petites tu penses que je dis que des conneries? Là, c'est vrai, il devient sérieux. Mais il y a 2 choses à raconter. Excuse-moi, je veux pas me transformer en pitre, mais comme on est pris pour des clowns, tant qu'à faire, je vais faire un petit peu le clown. Tu as vu Patrice Evra en train de nous dire, je ne savais pas ce qu'il allait sortir, Anelka, c'est pas le problème, Anelka. Anelka, c'est pas le problème, Anelka. Le problème, c'est la taupe, le traître qu'il y a dans le vestiaire. Et sur Téléfoot, quand Lizarazu, il attrape Ribéry, qui est venu là en sandales, nous expliquer qu'il regrettait. Bah attends, mais moi c'est pareil, sandales aux claquettes, il est venu en UP, qui en plus de ça, un podologue te dirait que pour un sportif de haut niveau, c'est pas bon de marcher sans les talons. Mais ça, c'est un petit détail. Donc ils sont pas au courant. Non, claquettes en équipe de France. Mine de rien, ce n'est pas un détail, parce que c'est une parenthèse, mais tu m'y fais penser. Ribéry, c'est la preuve, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, n'est pas quand tu dis un bon joueur, je te dis que c'est pas un bon professionnel. Parce que ses problèmes de pied toute l'année au Bayern ne sont dus qu'à un mauvais traitement de son outil principal, ses pieds, et c'est de sa faute, et Van Gaal y avait fait allusion. Là, je te parle pas de l'infection des orteils, je te parle du pied, de la forme du pied. Oui, enfin bon, il est venu en claquette. Alors, laisse-moi terminer ma pitrerie. Vas-y. Et donc, Lizarazu, qui d'ailleurs, je l'ai trouvé assez efficace et cohérent, il lui dit à Franck, mais Franck, enfin, tu sais très bien quand même qu'on sait tout ce qui se passe dans un vestiaire, chacun a sa relation et tout ça. Donc, tout se sait dans un vestiaire. Il dit, alors on va savoir qui c'est le traître. Bien, tiens. Ah, j'ai dit, c'est vrai que bon, c'est un garçon qu'il faut canaliser. Ah oui.
Le Portugal qui patinait un peu ces derniers temps. Ils se sont baladés, puis on l'a vu sur les champs là, ce soir. Hein. Ah oui, sur les Champs-Élysées à côté du. Il y a beaucoup de Portugais qui sont venus fêter sur les champs après un 7-0 là. Non, mais... Si jamais ils vont en demi-finale ou en finale, à mon avis, il y a des sacrifices humains sur les Champs-Élysées. Ce 7-0, il veut dire quelque chose, messieurs, ou pas grand-chose vu l'adversaire? Ça veut dire que ça tourne bien et que. Parce qu'ils ont été impressionnants dans le jeu. Non, ce qu'on peut noter, c'est que avec Thiago, ça marche quand même beaucoup mieux qu'avec Deco. Je pense que Deco est cuit, je vois difficilement récupérer sa place. Là, c'était beaucoup plus équilibré. Ça avait vraiment une belle allure quand même cette équipe-là. Hein. Rémi, on l'a vu sur le Portugal. En tout cas, ça veut dire que la Corée du Nord a complètement craqué parce qu'ils avaient été pas mal lors du premier match contre le Brésil. Moment, je suis d'ailleurs assez inquiet pour quelques joueurs quand ils vont rentrer au pays. Je me demande s'ils vont pas se retrouver dans les mines. Pour le coach, surtout, c'est que le coach a tout pris sur lui. Le coach nord-coréen a dit. Arrêtez tout, c'est ma faute. Je me sacrifie pour tout le monde. On n'entendra plus parler de ce coach. Sur le Portugal, je pense que ça dépendra de Cristiano Ronaldo. Ils peuvent aller loin uniquement s'il y a un grand Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, on a vu un bon Cristiano Ronaldo. Pour qu'ils aillent, ça suffit pas. Pour qu'ils aillent en quart, éventuellement en demi, je pense pas qu'ils puissent aller plus loin. Il faudra un grand Ronaldo. Petite stat concernant le Portugal dont on parlait. Ce 7-0, évidemment, est un record cette année en Coupe du Monde. Pour voir un tel score, il faut remonter à Allemagne-Arabie Saoudite en 2002. 8-0. RMC, Julien Cazard. Eh oui. En numéro 5, Gallas William. Bienvenue à Gallas William. Il y a du soleil et des cagas. On est super content avec Gilbert parce qu'en fait, on peut vous le dire maintenant, il y a 3 semaines, on avait joué 2 000 € sur la France qui perd au premier tour et puis du coup, on a décroché. Le jackpot, messieurs, nous avons décroché le jackpot. Total pour l'équipe de France. Ouais. Les Bleus, on sait tous que ça a joué sur un coup du sort hier soir. On va pas se mentir. On sait très bien que c'est la sortie de Govou à la 80e. Ça a complètement déstabilisé l'équipe. On était en train de revenir. Il avait fait 2-3 accélérations à un moment donné. Enfin bref quoi. Enfin moi je le voyais plus parce que j'ai un décodeur Canal. Ça enlève les vuvuzelas et les actions de Govou. Donc à un moment donné je le voyais plus. Mais j'ai essayé de remettre sur la 2 puis ça marchait pas. Alors moi j'ai vu quand même que les Anglais ils disent que un nul leur suffira pas. Et nous on a 11 nuls, ça devrait suffire contre l'Afrique du Sud. Donc on a dû se tromper. D'ailleurs par rapport à Le Guen, tout à l'heure, il y en a un qui s'est plaint, un auditeur, comme quoi il avait autre chose à faire, il était consigné dans le Canal+. Mais attends, il sait ce que c'est Canal+, lui ? Il sait qui c'est Canal+. C'est une chaîne qui fait du social. Je lui rappelle que c'est la soupe populaire du football. On a récupéré Le Guen, Frédéric Hans, Gillot, Alain Perrin, Jacques Crevoisier. C'est pas beau ça ? Il paraît qu'on est sur l'entraîneur des gardiens de Queville pour le Classico l'an prochain. Alors je voudrais que ce type nous respecte. Attends. C'est une chaîne qui mérite le respect. Alors, on est des enfants de cœur, nous, par rapport à... Attends, j'aurais une petite pensée pour Anelka qui va être dans l'avion. J'espère qu'il va pas insulter le commandant de bord quand il va lui dire d'attacher sa ceinture. Qui va accepter d'atterrir là où on lui dit. Enfin, moi, ça va être compliqué. Et je revenir sur Evra. Evra qui a dit qu'il était abattu par ce qui s'est passé, par le fait qu'il y ait une taupe en équipe de France. Nous on est rassurés, on pensait qu'il était abattu d'avoir perdu nous contre le Mexique. Putain, non, ça nous a fait flipper. Non, ça va, ça va, ça c'est pas trop grave. Et d'ailleurs il nous a dit une phrase magique, il nous a dit il y a une taupe dans le groupe et il faut l'éliminer du groupe. J'avais dit non Patrice, c'était l'Uruguay et le Mexique qu'il fallait éliminer du groupe. En tout cas, on a appris qu'il y avait une taupe. C'est bien parce qu'on savait qu'il y avait des blaireaux, des pingouins, des chèvres et des ânes. Maintenant, il y a une taupe, donc c'est bien. Il y a de tout. C'est le zoo de Vincennes. Et c'est tous les soirs de ce niveau. Tous les soirs, oui, il faut que tu restes avec nous. Je vais revenir sur. On rigole, mais je vais revenir sur ce qu'a dit Daniel par rapport aux joueurs qu'ils avaient honte. Qu'ils ne pouvaient pas se regarder dans une glace. J'ai envie de te dire, si tu avais la tête de Franck Ribéry, Daniel, est-ce que tu te regardais dans une glace? Parce que je te rappelle que la dernière fois qu'il a regardé une glace de trop près, il est passé au travers. Donc. Donc je voulais juste finir sur vas-y, finis. Je voulais finir juste sur une phrase. C'est que moi je me rappelle que il y a 2 ans, notre ami Raymond Domenech, il a demandé Estelle en mariage, c'est ça? Ouais. Et je comprends pas pourquoi c'est nous qui baissent depuis 2 ans. C'est tout. Merci, au revoir. Oh, magnifique.
Ah, c'est magnifique. Eh oui, c'est tous les soirs, Jean-Michel. Tous les soirs. Magnifique. Ah, Gilbert, c'est magnifique. Et à la fin de l'émission de Louis aussi. Et tu l'as même. Va sur le blog de l'after, Jean-Michel. T'as tout en best-of là. Tu verras. C'est magnifique. Gueule, et je voudrais féliciter les Portugais qui sont en train de faire une fête de folie. Hein. Donc justement, j'en profite, si vous n'êtes pas portugais, que vous habitez Créteil, que vous n'avez pas de double vitrage, bonne nuit quand même. Hein, parce que là, ils sont tous descendus dans la rue. Bon, vous me direz, ils sont pas descendus de très haut, ils habitent tous au rez-de-chaussée, mais enfin en tout cas, on leur dit bravo, parce qu'on les aime. Et moi, je les aime, les Portugais. Pas près d'aller à Saint-Maur, moi. Bon. Alors, je vais revenir sur... qu'il faudra faire un tri. Et toi, Roland, à un moment donné, tu disais, mais non, c'est des gentils garçons, c'est des... Non, mais c'est normal, toi, t'as passé 6 mois à l'ombre avec Dédé la sardine, Kiki tronche d'acier et Robert mangeur d'enfants. Alors à côté, effectivement, ces mecs-là, ils sont sympas. Et je voudrais juste finir, tu disais que ces mecs-là, ils bougent pas une oreille. Je te jure que Ribéry au Bayern, il bougeait les oreilles et la queue. Merci. Merci Julien, merci Roland, merci Daniel. Merci Rémi Lacombe, France Football demain et l'after revient demain soir, bien sûr, sur RMC, MSN et BFM TV. Bonsoir à tous. RMC, l'after Coupe du Monde avec MSN.fr.